Bien, comment vous dire j'ai pas l'impression d'avoir vieilli. Pourtant, lorsqu'en 90, j'ai décidé d'aller voir le directeur de l'école centrale de Paris, à l'époque j'étais jeune maître de conférence, je sortais juste de mon doctorat, où j'avais travaillé pour les moulistes, pour les forgerons exactement, voilà, pour les faire passer dans l'ère du numérique et comment faire pour usiner, pour concevoir et usiner des matrices de forge, à partir d'une approche de type feature, enfin je vous passe les détails. Voilà, voilà, c'était du copeau, hein, de la CFAO et du copeau, donc de la conception et de la fabrication assistée par ordinateur et du copeau. Et puis, quand je suis arrivé à Centrale Paris, le directeur me dit, écoutez, vous avez 1 million de francs à l'époque, et avec ça, vous allez nous remettre en état l'atelier de l'école. Sortant de l'ENS Cachan, où on avait un superbe atelier, et ça, pour beaucoup plus que ça, j'ai essayé de le convaincre que si on voulait que nos élèves ingénieurs aient des connaissances en usinage, on pouvait aller à 10 minutes en voiture à l'ENS de Cachan, qui était donc à Cachan, Centrale Paris étant à Châtenay-Malabry. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu, en connaissant bien les routes, on y arrive. Et en alternative de ça, je lui dis, écoutez, il y a par contre des technologies qui commencent à émerger, qu'on appelle des technologies de prototypage rapide. Je vais y revenir après. Alors, dites-vous que dans la plupart des mots qu'on va utiliser, et je vais essayer de dire les choses aussi un petit peu simplement, on a beaucoup traduit de l'américain. Disons qu'il y a des technologies qui arrivaient sur le marché qu'on appelait rapid prototyping. Et nous, bêtement, on les a traduits prototypage rapide. Voilà. Bon, alors évidemment, quand le directeur Daniel Gouris à l'époque a entendu ce message, avec l'appui de mon directeur de laboratoire à l'école, Jean-Claude Boquet, que je ne remercierai jamais assez, eh bien, ils m'ont un peu laissé les clés du camion. Vous avez écouté, allez-y, quoi, faites. Bon. Donc c'était vraiment l'idée de développer un centre de compétences disponible à la fois pour des entreprises, mais aussi pour nos étudiants, afin qu'ils comprennent ce que c'était que de passer de l'idée au produit. Ou de passer en permanence, de manière itérative, du produit au produit, de l'idée à l'idée, de l'idée au produit, du produit à l'idée, etc. Donc de passer d'un monde numérique ou numérisé à un monde physique, de modifier dans le physique ou de modifier dans le numérique et de repasser dans le physique ou de repasser dans le numérique, etc. De mettre en place en fait cette espèce de boucle virtuelle par des machines, d'une part, dites aujourd'hui, on les appelle comme ça, de fabrication additive, j'y reviendrai après, et puis des techniques de numérisation tridimensionnelle, de conception assistée par ordinateur, etc. Donc des choses qui nous permettent de créer des objets, et c'est fondamental dans ce qui nous réunit ce soir. Il faut déjà créer des modèles numériques de ces objets. Et puis ensuite de les concrétiser de manière rapide et sans outillage. Ah. Idée reçue, depuis des décennies, depuis des siècles, on taille dans un brut. On prend un brut et on taille dedans. Là, on part de rien. Alors si, un peu de matière première quand même, hein, on va voir comment. Un peu d'énergie. Et puis on va reconstituer un objet exactement comme on construit votre maison. Couche par couche. On va mettre des supports, on appelle ça des fondations. Et puis après, on va aligner les rangées de parpaings. Puis on va monter la maison. Et puis on va voir arriver la maison. Hop, hop, hop. Alors évidemment, une maison, ça se construit pas tout à fait comme ça quand même. Hein, mais l'objet va se construire couche par couche. Et on va le voir apparaître de manière tridimensionnelle, d'où le vocable aujourd'hui que la presse a largement valorisé, qu'on appelle impression 3D, pour justement que ça soit parlant pour le grand public, en disant, vous voyez, demain on imprime en 3D, aujourd'hui on imprime en 3D. Hier déjà on imprimait en 3D. Voilà un petit peu le contexte. Donc l'impression 3D, je vais essayer, j'espère, suite à la présentation, mais aussi à la discussion, que j'espère riche et dynamique, j'essaie peut-être démystifier un certain nombre de choses, et puis vous expliquer très modestement, je n'ai pas la prétention de tout savoir, peut-être même que je vais vous dire des bêtises, je ne sais pas, c'est enregistré, donc on m'en voudra après, mais ça fait rien. Je vais essayer de vous présenter un petit peu l'état des choses. Alors anecdotiquement, il y a quelque temps, on a entendu un certain nombre de gens, de journalistes, dire que finalement l'impression 3D était née il y a quelques années, il y a 4, 5, 6 ans, quoi. Voilà. Faux, archi faux. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Alors allons-y, on avance, hein, parce que je ne vais pas simplement parler, j'ai plein de planches à vous montrer, parce que l'impression 3D sans visuel, puis il y aura des films aussi un petit peu pour illustrer tout ça. Alors, déjà, première chose, quand je disais, pendant des siècles, on a taillé dans des blocs, on a enlevé de la matière. Donc on a fait de la fabrication soustractive. On soustrait de la matière à un brut pour obtenir un objet. C'est ce qu'on a toujours fait, les sculpteurs, les usineurs, etc. Hein, on fait un brut et puis on taille dans le brut.
Là, comme je vous l'expliquais, on fait de l'additif, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on reconstitue la matière en 3D, ce qui est vrai. On reconstitue un volume 3D à partir de la matière initiale. Alors on va voir qu'il y a plein de manières d'y arriver. Alors comment ça fonctionne? Alors j'ai pris ça, c'est un petit peu riche, hein, je suis désolé, vous allez comprendre. On a déjà nécessité, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir créé un objet sur ordinateur par un système de conception, d'aide à la conception d'objets tridimensionnels, donc en 3D. Hein. On a cet objet en 3D. Et le modèle doit être clos. On dit qu'il doit être topologiquement résolu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous dans votre modèle. Voilà. Il faut qu'il soit fermé et topologiquement résolu. À partir de là, on va le transformer, on va le facettiser. On va trianguler les peaux extérieures de la matière. Je ne sais pas si vous connaissez la Géode à Paris, à la Cité des Sciences. C'est une sphère bâtie à partir de plaques triangulaires. Ben voilà. On a fait une approximation de la sphère par des plaques triangulaires. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le modèle initial et on vient trianguler ce modèle initial. Alors le modèle et le format attaché à ça, c'est le format STL, en référence au premier procédé qui a été mis sur le marché, qui s'appelle la stéréophotolithographie. Donc STL. Voilà. Et pourquoi on a voulu trianguler? Eh bien parce que l'informatique que les enfants connaissent aujourd'hui, et puis les adultes aussi, connaissent aujourd'hui, vous connaissez la loi de Moore, hein, les ordinateurs qu'on avait en 90 ne pédalaient pas aussi vite que ceux qu'on a aujourd'hui. Et donc, comme on construit un objet par couche, vous avez compris que le modèle qui est ici, si je veux le réaliser, il faut que je prépare les fameuses couches pour décider de ce que je fabrique en premier, ce que je vais mettre dessus, puis encore dessus, etc. Ce qu'on appelle le slice. Hein, on tranche, slice, donc on fait un tranchage, si vous voulez, de l'objet, du modèle numérique. On est toujours dans le numérique, là. Hein. On vient trancher l'objet et on découpe donc cet objet en tranches par rapport à l'épaisseur des couches qu'on a choisies. Voilà. Et donc l'algorithme qui sert, le calcul, si vous voulez, qui sert à définir ces couches, et surtout les limites de ces couches, c'est tout simplement l'intersection de plans, qui sont les triangles, ce sont des plans, avec un plan qui est la hauteur de fabrication. Et donc en termes de calcul, c'est le même calcul tout le temps, et relativement simple, parce que l'intersection de deux plans, ça va très vite. Donc on reconstruit comme ça des petits bouts de droite qu'on appelle une polyligne, quand on met ça bout à bout, hein, brisé, une polyligne, fermée, on l'espère, ou plusieurs, si on a un objet qui a des trous à l'intérieur. On y reviendra, hein, par rapport à la variabilité des formes. Donc une fois qu'on a fait ça, ben on va passer dans la vraie vie. C'est-à-dire que là, on va passer sur une machine et on va envoyer à la machine l'information qui permet de construire la première couche. Alors d'abord les fondations, dans certains cas, pas toujours. Et puis après la deuxième couche, puis la troisième couche, puis la quatrième couche, etc. Et donc là, on est sur une machine à commande numérique qui est pilotée par un ordinateur, par une carte électronique, hein, et qui va piloter un effecteur, un actionneur qui vient soit découper, soit apporter de la puissance, soit projeter de la matière, soit projeter un liant sur de la matière, etc. Voilà. Donc on va avoir la mise en œuvre de ces fameuses couches et on va obtenir ensuite, dans la vraie vie, on l'espère, l'objet en 3D dans la main. Donc c'est un processus qui est tout sauf un processus presse-bouton. Il ne faut pas croire qu'il suffit de penser à un objet, d'appuyer sur un bouton et hop, il apparaît. Ce n'est pas le sapin. Le lapin qui sort du chapeau, hein, pas du tout. Là, on est bien sur un processus technique structuré pour lequel on a besoin d'avoir des compétences. Il faut savoir faire un objet. Enfin, un objet numérique. Hein. Il faut ensuite le préparer. Et ça, Dieu merci, il y a des logiciels maintenant qui vous aident à faire tout ça. Hein. Voilà. Alors allons-y. On est parti dans l'histoire. Et donc là, j'ai choisi une technologie parmi d'autres hein, pour vous présenter ça. Donc c'est une technologie qui s'appelle Objet. Initialement, c'est une technologie israélienne qui a été rachetée par une société qui s'appelle Stratasys, qui est une société américaine, qui est un des deux leaders du marché. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrive avec, vous voyez ici, dans ce qu'on appelle un plateau de fabrication virtuel. Hein, on est toujours sur l'écran de l'ordinateur. Là. On vient mettre différentes pièces, si on veut. On peut mettre les mêmes. On va les orienter différemment. Et puis, l'information préparée, une fois coupée en tranches, etc., vous vous rappelez le processus, on va l'envoyer à une machine. Alors cette machine, la machine Eden 350V, eh bien, elle projette de la résine qui est sensible aux ultraviolets, donc aux rayons du soleil, si vous voulez, hein, aux ultraviolets. Et donc on vient projeter, vous voyez,
couche par couche, hop, ça descend d'une couche là, hop, ça redescend d'une couche, et bien deux matériaux, enfin sur cette machine-là, un matériau qui était blanc là, et un matériau jaune. Alors vous voyez, il y a deux, évidemment, ça c'est le matériau modèle, là il n'y avait plus de support, ils viennent de les mettre là. Et donc les supports, voilà, le blanc ce sont les supports. Alors c'est quoi des supports? Bien, on imagine bien que vous fassiez une potence, vous voyez, une potence. Quand on commence à construire le pied de la potence, tout va bien. Puis quand on va arriver à la première couche de l'élancé de la potence, là, ben, si on n'a pas mis des supports dessous pour tenir, ben, il y a la gravité qui nous suit là. Puis ça va tomber. Donc il faut qu'on mette des supports avant. Voilà. Et ces supports, on a des solutions après, soit par dilution, on va dire, soit par, là il y avait un petit jet d'air ou de sable ou autre chose, on vient enlever ces supports et ensuite on assemble les pièces qui peuvent avoir des détails assez poussés, hein, avec des congés de raccordement, là, des petits, bon, des angles vifs. Oui, la résine, c'est un des procédés, c'est de la résine, ça, hein, je ne l'ai pas dit, mais si, je l'ai dit. C'est un des procédés les plus précis en termes de restitution des formes, on va dire. Hein. Voilà, bon là, il vous montre comment on peut changer une des rampes de projection de matière, de manière assez aisée. Voilà, et puis on repart, voilà, donc c'est modulaire, pourquoi pas. Bon voilà, et une fois que c'est fait, donc on est content parce que finalement on est arrivé l'un à l'autre. Combien de temps il faut pour faire un objet, vous voyez, un objet qui ferait 5 cm par 3 cm là, il faut compter 1 ou 2 heures, quoi, 2 heures peut-être pour faire cet objet là. Alors évidemment le temps de fabrication dépend de la technologie que vous utilisez. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il s'était passé bien des choses depuis déjà pas mal de temps. En 84, dans cette salle, il y en avait qui n'étaient pas nés, hein. Le professeur Jean-Claude André, qui est un éminent directeur de recherche du CNRS, qui est un Français, a inventé, enfin, ou a déposé, c'est lui le premier qui a déposé un brevet en août 1984, il a déposé, ou en juillet même, il a déposé le premier brevet de la stéréophotolithographie. Et Tchekl, qui est le conseiller technique aujourd'hui, le conseiller scientifique de chez 3D Systems, 3D Systems est le deuxième leader, c'est un Américain aussi sur le marché, eh bien, lui, il a déposé son brevet 1 mois après Jean-Claude André. Voilà, c'est juste pour replacer les choses, hein, vous voyez, un peu cocorico, hein, quelque part. Sauf que 3D Systems est le leader mondial et aujourd'hui, les développements qui ont été faits à partir des brevets de Jean-Claude n'ont pas eu exactement le même type d'impact et tout le monde le regrette et Jean-Claude en premier. Voilà, donc ça c'est une photo de la première machine que j'ai eue dans les mains, que j'ai fait acheter à l'école centrale de Paris à l'époque. Donc c'est une machine, alors la photo est un tout petit peu petite, mais on va essayer. Vous avez un laser ici, voilà, avec un chemin optique, c'est-à-dire qu'on envoie un faisceau laser sur des miroirs. Et puis ces miroirs ici vont projeter le faisceau laser à la surface d'une résine qui est contenue ici. Et donc on va faire bouger le faisceau laser pour venir faire des hachures à la surface du photopolymère. Et l'action du laser sur le liquide, eh bien, solidifie, si vous voulez, la résine. Voilà. Et petit à petit, on va créer une couche solide. Et donc le plateau support, parce qu'il y a un plateau support qui est ici bougé sous l'intermédiaire d'un moteur qui est ici, eh bien le plateau support va descendre d'une couche, on va remettre de la résine par-dessus, et puis le laser va venir rebalayer, et puis on va descendre à nouveau d'une couche, on va remettre de la résine, et puis on va rebalayer, etc. Et puis à la fin, le plateau est dans la cuve, l'objet est complet, et hop, on ressort le plateau, on vient chercher son plateau, et on nettoie la pièce. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement ancien, hein, comme on peut le voir, parce que les premières machines, moi la machine qui est arrivée à Centrale Paris, donc c'était une machine que j'avais rachetée et qui est arrivée en 91. Voilà. Donc, vous voyez, l'impression 3D n'est pas née d'hier. Dieu soit loué. Et donc depuis, on a plein de machines. Alors vous dire combien il y en a, impossible, parce qu'il y en a qui naissent presque tous les jours, enfin pas tout à fait tous les jours, mais assez souvent. Avec des types de procédés que je vais détailler un petit peu après, vous verrez qu'ils sont très très divers. Voilà, juste pour vous dire qu'il y en a. Et il y en a beaucoup. Alors, voilà un petit peu résumé ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée au produit. On a une idée ici, hein, et puis on vient soit par de la conception assistée par ordinateur, on peut venir par de la numérisation, hein, on prend un objet physique, là, et puis on vient le numériser, puis on vient créer un objet numérique. J'aurais pu rajouter de la sculpture numérique aussi, il y a des systèmes de sculpture numérique. On va créer un modèle numérique ici, le transformer en fichier dit STL, et puis après, soit on va fabriquer une pièce, soit, et beaucoup de gens n'y pensent pas,
et pourtant dans l'industrie, beaucoup utilisent ça, on va fabriquer un outillage, un moule par exemple, pour fabriquer une reproduction de la pièce. Donc la fabrication additive peut servir soit à fabriquer des objets sans outillage, soit à fabriquer des outillages pour fabriquer des objets en plus grande série. Outillage ou bien les pièces. Voilà. Alors évidemment, après, il faut reboucler. Hein. On a besoin d'avoir des solutions qui sont des solutions de contrôle de ces formes qui sont un peu plus élaborées que ce que l'on a eu jusque-là. Alors, parmi les premiers utilisateurs, vous voyez la photo, elle est ancienne, hein, parmi les premiers utilisateurs, c'était les artistes. Des artistes. D'Ars Mathematica. Cette association existe toujours. Et son président aujourd'hui, c'est Christian ici, qui est toujours le président. Toujours. Voilà. Christian Lavigne. Hein. Et j'avais eu le plaisir et l'honneur de faire sa première œuvre en stéréophotolithographie, qui est là, avec ensuite une copie en fonderie, mais je reviendrai là-dessus, qui s'appelait le champ cosmique. Vous allez donc savoir pourquoi, je n'ai pas de raison particulière sur cette appellation. Et donc, quand je dis fonderie, il faut comprendre aussi que ces pièces-là peuvent être aussi des pièces dites intermédiaires dans un processus technologique. Et donc, on peut prendre une pièce en résine et fabriquer à partir de cette pièce en résine un moule qui est une carapace de fonderie, un peu comme on fait des bijoux. On fait des objets en cire. Cette cire, on la couvre de céramique, de différentes couches de céramique, ce qu'on appelle une carapace. Et ensuite, on va chauffer la céramique de telle sorte que la cire, on puisse la faire couler en dehors de cette carapace. Et on va couler un matériau plus noble à l'intérieur. On va casser la céramique et récupérer les objets nobles, enfin matériaux nobles. Mais là, c'est de la même manière. On va mettre au lieu de mettre de la cire, on va mettre de la résine. Et on va faire le même processus. Voilà. Donc on peut faire de la fonderie. Première mondiale dans ce cadre-là. C'est notre président d'association, vous le verrez en photo tout à l'heure, Georges Taillandier, parce que je vous parlerai de l'association après, qui a fait ça avec une pièce de grosse capacité de chez Dassault Aviation à l'époque, quand il était en activité chez eux. Et c'était en 1994. Donc vous voyez que ce n'était pas hier. Avançons. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Alors, plusieurs techniques de mise en forme. Alors, je vais les expliquer avec les mains dans un premier temps, et puis on verra après les machines, et puis certains principes aussi dans les films. Là, je vous ai expliqué un laser qui vient balayer la surface d'une résine. Très bien. Ensuite, on peut étaler de la poudre plastique, de la poudre métallique, et faire agir un laser, alors la puissance ne sera pas tout à fait la même, sur cette poudre. Et donc le laser va venir faire fondre, en les agglomérant, certains grains de poudre en fonction des trajets qu'il va faire. Et donc comme ça, en étant une couche de poudre, on vient faire fondre certains grains et les agglomérer, très bien. Ensuite, on va descendre d'une couche un plateau, on va compléter la couche de poudre, et on va refaire agir à nouveau le laser qui va à nouveau refondre une partie de la couche du dessous pour pouvoir bien l'accrocher. Et ensuite, on va descendre d'une couche, on va remettre de la poudre par-dessus, on va faire réagir le laser, etc. Et à la fin, on joue à l'archéologue. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, on a un cylindre, la plupart du temps, ou une boîte carrée, peu importe, dans laquelle on a de la poudre, et dans la poudre, on a les pièces qui ont été créées comme ça, par empilement et par solidification successive. Donc on remonte les plateaux, on enlève par certains procédés particuliers où on met tout simplement de l'air comprimé qui va enlever la poudre, et puis on vient chercher les objets, et on récupère le plateau, on récupère les objets différents, enfin, suivant le cas. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on vient jeter de la matière. Alors c'est soit de la résine, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire une rangée de résine, enfin un front de résine, et on a des lampes ultraviolets qui sont derrière, là, le jet de résine, et qui viennent polymériser la résine aussitôt qu'on l'a projetée. On peut aussi projeter de la poudre. Alors on projette de la poudre, mais dans un flux de matière, un flux laser, c'est-à-dire qu'on a de la poudre qu'on projette, et puis on a un laser, par exemple, qui vient fondre la poudre au moment où elle passe dans le flux de puissance, et on la dépose aussitôt. Voilà. Et on découpe ça, on dépose ça, un peu comme un cordon de soudure, si vous voulez. Hein. Sinon, on peut aussi avoir une couche de poudre, mais cette fois-ci, au lieu d'amener un laser dessus, on va projeter avec une tête d'impression quasiment celle que vous avez dans vos imprimantes à la maison. Hein. Au lieu de projeter de l'encre, on va projeter un liant qui va venir emprisonner certains grains. Donc la projection, elle se fait de manière aussi sélective que l'impression des couleurs et des caractères sur vos papiers. Sauf que c'est un liant
qui va emprisonner de manière aussi sélective les petits grains de poudre. Et ça, couche par couche. Donc on a compris, on baisse le machin, on remet de la poudre, on remet du liant dessus qui emprisonne un petit peu la couche du dessous aussi, et puis etc., et puis etc., etc. Voilà. Donc des principes comme ça, il y en a pas mal. Mais celui qui a fait le buzz récemment, c'est celui-là, le dépôt de fil en fusion. Alors c'est quoi? On prend une bobine de fil plastique, ABS, PLA, etc. Voilà. Et puis, on vient pousser le fil à l'intérieur d'une buse chauffante. Le fait de chauffer le fil, ça le ramollit. On a eu la bonne idée de faire un trou dans la buse et on force ce plastique ramolli à passer par le trou de la buse. Le tout sous l'action du fil rigide qu'on continue à pousser. Hein, c'est comme quand vous écrivez bon anniversaire maman sur le gâteau, quoi. Hein, c'est pareil. Hein, il y a de la matière qui passe à l'intérieur d'une... Alors c'est pas une seringue, hein, c'est une buse, mais c'est pareil. On vient pousser de la matière ramollie à l'intérieur, enfin au travers d'un orifice calibré, et on vient déposer la matière. Et là c'est pareil, on va venir faire des hachures, hein, on va déposer le plastique comme ça, le cordon de plastique, de telle sorte pour pouvoir reconstituer une couche plastique, et puis après on va redéposer une couche par-dessus, etc. Et donc c'est ce brevet-là qui est tombé dans le domaine public il y a quelque temps, et qui a engendré le phénomène de génération des petites machines qu'on appelle aujourd'hui les imprimantes 3D. Voilà. La plupart d'entre elles, la quasi-totalité d'entre elles, fonctionnent à partir d'une tête chauffante, à travers laquelle passe un fil plastique. Voilà. Donc le brevet de Stratasys, c'est Stratasys qui avait ce brevet-là, est passé dans le domaine public. Donc aujourd'hui, au lieu d'acheter des machines relativement chères, mais qui fonctionnent aussi dans un environnement en température, etc., il faut se rappeler qu'on manipule des matériaux et qu'on change, enfin on les transforme ces matériaux, on les prend dans un état pour les amener dans un autre état. Et donc il y a tout un processus de transformation physique du matériau qu'il faut maîtriser. C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas presse-bouton, il y a aussi un savoir-faire sur l'aspect physique des choses. Alors on peut aussi utiliser des rouleaux de cellulose. Et puis découper ces rouleaux de cellulose à partir de couteaux oscillants. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous tirez le scotch, vous le collez, puis ensuite vous découpez la section, là, le bord de ce que je disais tout à l'heure, découpé comme ça. Hop, hop, bon. Une fois que c'est découpé, vous enlevez le scotch, vous tirez encore le rouleau, vous recollez une couche pleine, quoi, et puis vous allez découper la section suivante, etc. Donc on imagine bien qu'il faut faire attention à ne pas trop découper en dessous la section d'avant, etc. Et donc petit à petit, on va coller des couches comme ça les unes sur les autres et découper la section qui correspond à chacune des couches qu'on a calculées au préalable. Et on obtient des petits objets comme ça. Voilà. Des petits objets, apparence plastique, si vous voulez, un petit peu. Voilà. Bon, ça c'est une toute dernière machine, vous voyez, elle a l'air d'une imprimante aussi, hein. Eh bien, c'est une imprimante. C'est une imprimante parce que voilà les objets qu'on obtient. Oui, c'est assez bluffant, hein, quand même. Eh bien, c'est du papier qu'on colle. Sauf qu'à chaque couche, au lieu d'avoir du papier, je dirais une feuille de papier blanc, eh bien, on va imprimer sur le papier de la couleur. De telle sorte d'avoir de la couleur dans la masse. Voilà. Parce que le procédé de collage papier s'appelait Laminated Object Manufacturing, LOM, et ça avait été mis en place par une société qui s'appelait Elysis dans les années 90. Donc c'est pas nouveau ça. Hein. On prenait un rouleau de papier, on avait une espèce de rouleau à pâtisserie qui venait chauffant, qui venait plaquer le papier sur un substrat, enfin sur un support, hein, et donc on venait coller ce bout de papier et puis on découpait avec un laser. Là. Bon. Puis après, hop, le plateau descendait, ça détachait le papier, on tirait le rouleau à nouveau, on passait le rouleau chauffant, donc on venait faire on faisait réadhérer le papier, et puis on redécoupait avec le laser, etc., etc. Et on obtenait à la fin un objet qui avait l'apparence du bois. Hein, c'était le retour un petit peu à l'inverse, quoi. On prend le bois pour faire le papier, et puis là on prenait des feuilles de papier pour avoir un objet qui avait un peu l'apparence du bois. Avec des applications sur des plaques modèles en fonderie, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un petit peu la fonderie, hein, et puis des objets assez, en général assez résistants en compression. Voilà. Mais là, en plus, non seulement on colle des feuilles, mais en plus on imprime. Voilà. Donc on a la couleur en 3D. Technologie M-Core. Bon, je ne vais pas faire un tour exhaustif de toutes les technologies parce que ce serait fastidieux. Hein. Voilà. Mais j'essaie de vous expliquer un petit peu comment les choses avancent et ce qu'on peut faire avec. Alors, je vous ai parlé de cette technologie fil fondu, là. Donc c'est la technologie Fused Deposition Modeling, FDM, hein, pour fil fondu. Eh bien, cette technologie, commercialisée donc par Stratasys. Stratasys, ces machines, elles ont en plus une chambre qui est en température. C'est-à-dire que quand vous déposez du plastique,
Si vous voulez que la couche suivante adhère bien sur la couche, avec ce que vous allez déposer, il est intéressant de garder un peu le matériau déposé en température. Alors dans les petites machines qu'on achète aujourd'hui, il y a des artifices qui sont des plateaux chauffants. C'est-à-dire qu'on vient chauffer un plateau et puis on dépose de la matière sur ce plateau. Bon, mais on se rend bien compte qu'il y a quand même un aspect thermique dans tout ça, hein, et c'est pas toujours évident de garder une bonne cohérence matière. En plus, et je vais en profiter pour le dire là, on imagine bien que la manière dont on construit les choses fait que les propriétés des pièces peuvent ne pas être les mêmes dans les trois directions de l'espace. On va construire une couche et on va empiler une autre couche. Alors on imagine bien que les propriétés dans le plan de construction ne seront pas les mêmes que orthogonales au plan. On risque d'avoir des risques, on risque d'avoir un risque de délamination, ce qu'on appelle une délamination, c'est-à-dire quand les couches se désolidarisent en quelque sorte. Quand votre machine est mal réglée, on a un mauvais accrochage des couches, et typiquement sur des machines de ce type-là, on peut faire des beaux spaghettis, hein. Ça peut aller assez vite. Voilà. Alors, ces machines-là, elles ont aussi un avantage, c'est que, de manière générale, je le dis aussi pour celle-là, mais pour beaucoup d'entre elles, c'est qu'on peut faire des assemblages de pièces. Alors imaginez qu'au lieu d'avoir une pièce à l'écran, là, une pièce, vous avez un assemblage. Imaginez une petite Jeep là, pour un gamin, là, voilà, avec ses roues, avec ses, voilà, tout là, voilà, très bien, carrosserie, machin, les sièges qui se rabattent et tout, très bien. Donc un objet avec des mobilités. Ça, dans la vraie vie aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un objet avec de la mobilité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée un assemblage avec un degré de liberté. Donc ça veut dire qu'on a créé les pièces séparément, on les a fabriquées séparément, puis on les a réassemblées après. Là, avec ces procédés-là, non seulement on peut faire la même chose en une fois, mais en plus ça peut être fonctionnel derrière. Alors fonctionnel avec les limites des propriétés des matériaux obtenus. Mais on peut très bien avoir un petit véhicule comme ça qui sort en une fois de la machine. Alors évidemment les axes des roues, moi je continue à mettre un petit bout de métal quand même là, hein, si on veut que ça dure un peu. Mais au final, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'en mettant du jeu au bon endroit, on peut récupérer ce jeu par l'intermédiaire du procédé de fabrication. Soit parce qu'on a de la poudre qui est restée dans les jeux, soit on a mis des supports à l'intérieur des jeux, et puis il suffit de récupérer ce jeu une fois la fabrication faite, et on peut fabriquer donc des objets composites, des produits en une fois. Voilà. Et donc là, typiquement, vous voyez, on a des capotages, vous voyez, cette pièce-là, par exemple, elle a été, tout ça, là, ça a été fabriqué sur ces machines, tout le capotage, là. Voilà. Pareil sur le siège, tous les couvercles. Alors, chez Stratasys, on a des machines qui sont de taille relativement importante, hein, en termes de capacité de fabrication. On peut monter jusqu'à 800 mm. Donc 800 mm, vous voyez, on commence à faire des pièces. Alors je continue. 3D système, stéréophotolithographie, j'en ai parlé. Sauf que maintenant, le procédé de réalimentation en résine, si vous voulez, est beaucoup plus efficace qu'avant. Bon, je ne vais peut-être pas détailler ça, c'est pas fondamental. Voilà. Mais ça fonctionne toujours très bien, hein, ces technologies. C'est-à-dire celles que je vous montrais tout au début, hein, les premières machines de 90-91. La première est arrivée en 88 sur le marché, et il y en a qui fonctionnent toujours très bien. Ce sont des machines assez robustes. Alors, une machine qui fonctionne sur le principe de la stéréophotolithographie, mais avec deux compléments importants. Alors d'abord, c'est une technologie française qui vient d'être achetée par le groupe Gorgé. Je dis ça parce qu'il y a quelques technologies françaises qui ont été rachetées par les Américains. Ils attendent. Oui, ils ont raison. Ils attendent que tous les développements soient faits, et puis une fois que ça peut commencer à rapporter, à être bien exporté, ils rachètent. Voilà. Cette société-là, donc elle a été rachetée récemment par le groupe Gorgé. Et donc c'est une société qui développe des machines qui fonctionnent non pas avec un laser qui balaye, mais avec une zone comme un flash, si vous voulez, quoi, hein, qui vient sur une zone, qui vient faire de l'ensoleillement directement de la surface de votre photopolymère. Vous avez toujours un liquide dans une cuve, mais au lieu de balayer, vous venez insoler en une fois sur une zone rectangulaire. Voilà, c'est comme la carte de France Michelin, hein, vous avez les zones là, vous insolez, tchac, vous déplacez, vous insolez, etc. Donc ça va beaucoup plus vite que du balayage. Autre originalité de ces machines, je ne vais pas tout détailler en termes de matériaux, vous voyez marqué ici céramique, ici des applications plutôt pour le dentaire, là-bas haute précision. Ces machines peuvent travailler
avec des charges à l'intérieur de la résine. C'est-à-dire qu'on va mettre d'autres matériaux en poudre à l'intérieur de la résine de base. Et on va mettre des charges relativement élevées, jusqu'à plus de 50%. Et donc l'intérêt pour certaines applications, c'est que certains matériaux, on ne sait pas bien les mettre en forme naturellement. Donc on va venir les mettre, les noyer en quelque sorte dans la résine. On va photopolymériser la résine et donc on va emprisonner ce matériau-là dans la résine. Et à la fin de cette fabrication, on va venir faire ce qu'on appelle un déliantage, c'est-à-dire qu'on va enlever la résine et puis on va soit infiltrer, on va rajouter des choses pour combler les porosités, on va peut-être même faire un fritage, ce qu'on appelle un fritage, c'est un traitement thermique pour venir friter la pièce, pour lui donner plus de cohésion, etc. Voilà. Donc cette société-là, aujourd'hui, la personne qui est à la tête, je dirais, de la technique de cette société, c'est une personne qui travaillait aussi, qui avait permis de créer la société Optoform, qui travaillait aussi sur des technologies à base de pâte, c'est-à-dire de résine très fortement chargée. Vous voyez, c'est comme si vous tartiniez du beurre, en quelque sorte, quoi. Donc on a vraiment chargé la résine. Et cette société Optoform a été rachetée par 3D Systems il y a quelques années. Voilà. Donc eux, ils résistent encore. Bon, ça c'est de la projection aussi de résine, je vais passer un petit peu. Voilà, ça c'est la technologie objet. Alors, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui dans ces technologies, c'est que les machines qui arrivent sur le marché, elles peuvent faire plusieurs couleurs. Et elles peuvent mixer plusieurs matériaux en même temps. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez vu dans la projection de résine, il y avait un matériau support et un matériau pièce. Voilà. De plus en plus, on va avoir un mix de matériaux. Par exemple, cette machine-là, où on peut avoir en même temps la fabrication de cette brosse. Les poils de la brosse sont souples, et puis l'armature de la brosse est rigide. Donc ça veut dire qu'on peut décider en quelque sorte de où on met le matériau souple et où on met le matériau rigide. Et surtout de les faire tenir ensemble. Donc ça c'est intéressant. On voit qu'on peut faire ce qu'on appelle du gradient de matériaux, ou de la variation de matériaux, ou de décider à un moment donné de mettre tel matériau là plutôt qu'ailleurs. Donc on commence à voir qu'on peut intégrer plus de technicité en quelque sorte, ou plus de fonctionnalité dans les objets. On voit ici, pareil, une espèce de capotage avec des couvre-boutons, là, des cache-boutons, qui eux-mêmes sont souples, sur lesquels vous pouvez appuyer. Donc, vous imaginez comment on fait ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà démonté certains claviers, où ensuite il faut remettre les petites pastilles dessous, caoutchouc, là, qui couvrent les boutons. Bon, c'est un petit peu fastidieux. Là, on peut le faire en une fois. Alors ça, c'est la machine, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. La machine qu'on devrait appeler imprimante 3D. Parce que le brevet de base qui est issu du MIT à Boston, c'est le 3D printing. Donc si on fait pareil, qu'on traduit brutalement, c'est l'impression 3D. Et l'impression 3D, pourquoi? Parce que cette machine-là, comme je vous l'expliquais un petit peu tout à l'heure avec les mains, eh bien, ici, enfin derrière, là on ne le voit pas, il y a une tête d'impression qui est une tête d'impression classique, telle qu'on l'a sur nos imprimantes. Et donc on met ici un substrat de poudre, un lit de poudre, et on vient avec cette tête d'impression déposer du liant sur une poudre. Voilà. Et donc le brevet, c'est ça. On vient déposer sur le lit de poudre un liant de manière sélective. Et cette application-là, alors on imagine bien qu'on peut jouer sur les deux. On peut jouer sur le liant qu'on projette ou sur la matière que l'on va emprisonner avec le liant. De la même manière, soit on garde les deux et on exploite la pièce telle qu'elle est, soit on va enlever le liant pour se servir du matériau qui est la poudre qu'on a utilisé pour emprisonner, qu'on a emprisonné avec le liant. Bon, juste au passage pour vous dire que cette technologie, elle a depuis toujours une capacité à faire de la couleur dans le volume. Voilà. Et oui, parce que quand on est capable de faire l'impression avec une tête d'impression, il n'y a pas de raison qu'on se prive à faire de la couleur dans le volume. Voilà. Donc ça fait des choses assez belles, faut le dire. Et des fois même un peu bluffantes. Donc voilà, il y a toute une gamme, si vous voulez, de machines chez eux, là, dont celle de gauche qui est la machine couleur. Voilà. Et donc il y a des choses bluffantes. Moi je sais que la première fois que j'ai été à côté de ce vase-là, j'étais un petit peu surpris, quoi. Je me suis dit, tiens, intéressant. Voilà. Bon. D'autre part, ce qui est important aussi, vous voyez, c'est qu'on peut faire des maquettes d'assemblage avec des objets qui vont être de couleurs différentes aussi à chaque fois. Voilà. Donc ça c'est important de pouvoir
voir les choses telles qu'elles seront et de faire des objets marketing en quelque sorte, quoi, ou des objets qui seront des objets fonctionnels sur lesquels on va pouvoir faire de l'identification ou même derrière travailler sur les vraies couleurs, hein, je pense à cet arroseur là, sur les vraies couleurs du produit final. Donc non seulement on va avoir de la matière intéressante à travailler pour faire du proto, même si ça n'aura peut-être pas la durée de vie du produit final, hein, mais on aura aussi son apparence. Donc on peut faire des objets souples, comme la semelle qui est à droite aussi, ou des objets composites dans lesquels on peut travailler avec des matériaux un petit peu plus élaborés. On peut aussi faire, au lieu de faire l'objet, là on voulait un objet métallique, mais on ne savait pas faire un objet métallique directement là, avec cette petite machine. Donc on a mis de la matière céramique à l'intérieur. Et à partir de cette matière céramique, on a fait un moule dans lequel on a ce qui s'appelle du Z-cast. Hein. On a fait de la fonderie, casting pour fonderie. Voilà. Et on a obtenu la pièce à partir du moule. Donc on a fait le moule au lieu de faire la pièce. Et on a utilisé un processus industriel de fonderie derrière, enfin une micro-fonderie, pour faire la pièce. Alors, il y a d'autres versions. C'est-à-dire que quand je disais qu'on ne savait pas faire avec la petite machine des pièces métalliques, avec ces machines plus industrielles, là, on sait faire des pièces métalliques, c'est-à-dire qu'on va projeter du plastique sur du métal. Et donc les billes, enfin la poudre sur laquelle on projette le liant, c'est de la poudre métallique. Voilà. Et donc ensuite, on va enlever le plastique à l'intérieur pour récupérer la pièce en métal et qu'on va traiter par la suite. De la même manière, cette machine-là, elle permet de traiter du sable, directement du sable pour faire de la fonderie. Donc on va assembler des grains de sable qu'on va ensuite délianter et ces moules qu'on va ensuite évidemment cuire, hein, si je puis dire, on va pouvoir faire des noyaux avec des moules et on va envoyer ça ensuite en fonderie série. Donc il y a des sociétés aujourd'hui qui ont acheté des machines de ce type-là et qui font en production leurs moules de fonderie, sable hein, évidemment, comme ça. Alors ça, c'est la petite machine qui est la plus utilisée aujourd'hui par les créateurs de bijoux, la petite machine Solidscape, qui permet de faire des objets en cire. Donc là, comment elle fonctionne, cette technologie? Ce sont des têtes électromagnétiques qui vont venir déposer des gouttelettes de cire. Alors, plop, 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 plop. Bon, très bien. Je fais bien la gouttelette de cire. Là. Voilà. Sauf que quand on fait une gouttelette de cire, quand on laisse tomber une gouttelette de cire, ça fait un pâté. Et donc, quand on est bijoutier, on n'aime pas les pièces qui font des pâtés. Et donc, ce qu'on va faire, simplement, c'est qu'on va déposer donc plein de gouttelettes, évidemment, pour faire une couche, hein, de manière sélective aussi. Et puis, on va venir faire ce qu'on appelle un usinage de surface. On va fraiser la surface pour lui donner son épaisseur, pour uniformiser son épaisseur. Donc, c'est une machine qui fonctionne relativement lentement, mais qui donne, par contre, de très très bons résultats en termes de précision. Et ces objets, ensuite, on peut les monter en grappe, pour faire ce que je vous disais tout à l'heure, de la fonderie cire perdue. Alors, ça c'est, enfin vous reconnaissez, messieurs comme mesdames, j'espère, hein, c'est évidemment une coque d'aspirateur. On peut faire des objets comme ça de démonstration, mais aussi des objets qui servent à des prototypes fonctionnels pour faire de la simulation d'assemblage, pour vérifier que ça ferme bien, etc. Bon, voilà. Et pas que ça d'ailleurs, hein, aussi pour faire de la vérification, même de packaging ou autre chose. Donc ces objets-là sont créés, ce sont des pièces plastiques qui sont créées, par exemple ici une machine de chez EOS. EOS est plus connu pour l'optique, hein. EOS, donc c'est un des leaders du marché aussi. On en parle peu actuellement, et pourtant c'est un des leaders du marché, à la fois en frittage de poudre plastique, mais aussi de poudre métallique. Voilà. Et donc par l'action, alors frittage de poudre métallique, c'est quoi? C'est un lit de poudre sur lequel on fait agir un laser. Et on vient solidifier de manière sélective, en balayant le laser, avec le laser, on vient solidifier des grains de poudre. Je vais vous montrer des petits films après. Voilà. Et donc à partir de ça, on est capable de faire des objets de taille relativement importante. Alors soit en une fois, soit en deux fois, soit en trois fois, etc. Donc on peut aussi faire des assemblages, évidemment, après. Hein. Alors la même chose pour les poudres métalliques. Et là, vous voyez, on fait des pièces techniques quand même assez imposantes, quoi. Hein. Et on peut faire aussi des outillages. Par exemple, des parties de moules qui servent à injecter des pièces. Alors petite remarque, tant que je suis sur les moules, il est clair que quand on va sortir la pièce de la chambre de fabrication, la granularité qu'on va avoir en état de surface ne va peut-être pas convenir à une injection plastique. On va peut-être être obligé de faire un traitement de surface
à microbillage ou autre chose derrière. Voilà. Donc il faut bien imaginer que ces technologies-là sont des technologies qui vous amènent à avoir des objets proches des objets fonctionnels que vous souhaitez. Mais il faut s'attendre, comme on le fait pour d'autres processus industriels, à avoir de la finition à faire derrière. Reprendre en usinage ou reprendre en polissage ou tout ce que vous voudrez. Je ne parle pas des traitements thermiques aussi qu'il faut faire. Puisque quand vous faites agir un laser sur de la poudre et que vous refaites agir un laser sur la poudre, sur la couche suivante, etc., il est clair que l'action de cette énergie sur la matière, avec la transformation physique de la matière, va forcément amener des contraintes internes dans votre pièce. Donc il va falloir relaxer ces contraintes internes par des traitements thermiques après. Mais ça, c'est relativement classique. On le fait pour d'autres procédés. Donc il faut essayer de se projeter un petit peu. Là, je suis toujours dans le domaine industriel. Je reviendrai dans le domaine grand public après. Dans le domaine industriel, il faut bien se projeter sur le fait que la fabrication additive, va amener de fortes évolutions, c'est certain. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais reste un procédé supplémentaire à la disposition des industriels et ne va certainement pas supplanter l'ensemble des procédés industriels qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet. Là, on a quelque chose en plus à notre disposition. Et on va essayer de l'exploiter au maximum. Et on va voir comment. Enfin, on va voir. On va en parler. Alors, pareil, d'autres... bon, ça, c'est simplement... je vous passe quelques constructeurs, vous voyez, mais c'est pour vous montrer que dans les exemples de pièces, là, vous avez des morceaux d'outillage, vous voyez. Ce sont des outillages qui sont sur des plaques directement. Donc, on met directement la plaque dans la machine et on fabrique la gravure d'outillage qu'on va ensuite monter sur la machine d'injection. On sort, tac, on finit la surface et on monte. Et puis après, vous avez des pièces très élancées ici avec des détails. Voilà. Alors, quelque chose qui est important, c'est que lorsque vous avez un outillage, par exemple, comme celui-là, prenons le cas d'un cycle d'injection plastique. Une machine à injecter, comment ça fonctionne? Mettez du plastique, une vis, puis vous poussez ça, forte pression, vous remplissez une gravure avec du plastique, vous ouvrez, très bien. Tout ça se fait en température, pas en température ambiante, mais en température un petit peu élevée. Et donc vous avez un temps de cycle qui est donné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir le moule tout de suite après avoir injecté. Il faut quand même attendre un petit peu de temps que la pièce se solidifie un petit peu, etc. Et donc ce qu'on fait également, c'est qu'on essaie de contrôler du mieux possible et de manière homogène la température autour de ce moule. Donc on va créer, quand on crée le moule, on peut créer des orifices à l'intérieur, enfin des canaux plus exactement. Alors je vais lâcher le mot, ça s'appelle du conformal cooling. Des canaux qui sont complètement tridimensionnels, qui peuvent avoir la forme qu'ils veulent, parce que là on n'a pas besoin de forêt à tirer dans les coins. Au fur et à mesure qu'on met les couches en place, eh bien, les canaux ils vont apparaître, et ils vont se mettre en place comme les autres, comme une forme particulière de la pièce. Donc on peut comme ça améliorer des capacités techniques par le fait qu'on augmente la capacité des variétés de formes sur la fabrication des machines. Voilà, d'autres... bon, ça c'est une pièce de rotor d'hélicoptère, donc vous voyez que c'est quand même des pièces qui sont relativement grosses en taille. Hein, là ça fait de l'ordre de 400 par 500 à peu près. Alors, d'autres types de pièces, au fur et à mesure on avance et puis on va expliquer les choses. Alors là, évidemment, vous reconnaissez ce que c'est. Hein. Ça, par contre, c'est peut-être moins évident. Avez-vous une idée de ce que c'est, ça? Non? Ben, il y a plutôt une forme sphérique là à l'intérieur. Hein? Voilà. Un ancrage de prothèse de hanche, surtout sur une personne qui a peut-être des os... enfin là, les ancrages sont un petit peu particuliers. Voilà. Alors, Renichaux, c'est pareil, il est très connu. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui sont dans l'industrie. Renichaux est très connu pour la mesure tridimensionnelle. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui dans les entreprises des machines à mesurer tridimensionnelles qui viennent faire le contrôle qualité en dimension et en géométrie de plein de pièces. Avec des capteurs, à déclenchement, etc. Je vous passe les détails. Bon, voilà. Et Renichaux, là aussi, a monté. Je dis là aussi parce que je parlais des EOS tout à l'heure pour l'optique, mais EOS, c'est pas un hasard s'ils sont venus. Parce que pour le chemin laser, il faut de l'optique pour conduire le laser. Ben là, c'est pareil. Renichaux, ils se sont dit, ben nous, on va monter un département qui est un département sur lequel on va créer des machines et une machine particulière qui va fonctionner avec une atmosphère particulière.
Ben oui, parce que quand vous transformez des matériaux métalliques, par exemple, eh bien vous avez l'oxygène de l'air qui est un peu gênant des fois, qui vous forme des oxydes. Et ça, quand on a des oxydes dans les pièces, on n'est pas très heureux des fois. Bon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Sur cette machine Renichaux, on va venir ici mettre un réservoir de matière. Très bien. Et puis une fois que le réservoir de matière est mis en place, donc on ouvre toutes les vannes, voilà, et hop, on fait rentrer une partie de la matière à l'intérieur de la machine. Ensuite, dans cette machine, on va venir préparer les choses, c'est-à-dire qu'on met un substrat, là, qui est le plateau, support des pièces. On va refermer. On va enlever l'atmosphère. Alors déjà, on prépare la pièce, hein, j'oubliais ça, quand même, c'est pas un détail. Hein. Et hop là, on la reconstruit virtuellement, vous voyez? Alors ça, c'est en accéléré ce qui va se passer dans la machine. Là, on vient... voilà, bon, je ne peux pas le passer en accéléré, je suis désolé. Voilà. On vient extraire... Vous voyez, les flèches jaunes, là. On vient extraire l'atmosphère à l'intérieur, là. Et on va faire rentrer de l'argon. Et comme ça, on va pouvoir travailler sous argon en atmosphère neutre. Voilà, évidemment, il y a plein de contrôles partout, plein de capteurs, hein, qui nous donnent un peu l'état de la machine, et puis qui permettent aussi d'asservir les paramètres techniques de mise en œuvre de la transformation physique de la matière après. Hein. Parce que tout ça, s'il y a un laser, il faut contrôler la puissance du laser, il faut bien avant ça contrôler la qualité du matériau que vous mettez en œuvre aussi. Hein. Ça, j'en ai pas trop parlé, parce qu'on va peut-être pas parler de tout, enfin, ou peut-être dans les questions tout à l'heure, mais le matériau qu'on met dedans, il ne faut pas qu'il soit moche, parce que s'il est moche, la pièce finale sera moche aussi. Hein. Voilà. Et donc on fait jouer le laser, vous voyez comment ça... Hop, 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 on balaye à la surface de la poudre. Et ensuite, vous voyez, petit à petit, on a descendu le plateau d'une couche, et on va venir rajouter une couche de poudre ensuite par-dessus. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on voit les couches là qui se construisent petit à petit virtuellement. Hein. Et donc, petit à petit, cette pièce là qu'on a vu grandir virtuellement sur l'écran là, eh bien, elle va se retrouver dans la poudre. Voilà. Ah, on n'a pas assez de poudre. Bon, c'est pas grave. On va venir chercher un peu plus. Voilà. On va remettre en place. Voilà. Et puis c'est reparti. Donc on va redessiner. On remet une couche de poudre par-dessus. Et voilà. Du coup, on ne voit plus le tracé du dessous, évidemment. Et puis on vient redessiner la pièce par-dessus de manière sélective. Donc on trace la section à chaque fois qu'on a décidé, qu'on a calculé. Voilà, et donc petit à petit, on va avoir l'objet qui va se concrétiser quoi, en 3D. Je pense qu'on est presque au bout là. Enfin, j'espère. Je ne sais pas ce que ça nous apportera de plus maintenant, à part voir l'objet fini en 3D, mais je pense qu'on a compris. Voilà. Et puis on rajoute à nouveau de la poudre, et puis on retrace et autres. Voilà. On verra des choses un petit peu plus précises tout à l'heure. Alors, il y a des machines qui ont maintenant des courses relativement grandes pour faire des pièces de grande capacité. Alors, un constructeur qui s'appelle Concept Laser a sorti une machine de très forte capacité pour faire des pièces métalliques aussi. Et donc, on arrive vraiment à avoir aujourd'hui des pièces, d'abord, qui ont des formes assez particulières et des tailles aussi assez particulières. Alors, une chose importante, c'est que quand on utilise un procédé, on nous a rabattu les oreilles, et toujours, par le fait que cet objet, il doit être fabricable. Ah, on veut faire un objet en fonderie, eh bien, il faut respecter les règles de tracé de pièces pour la fonderie. On veut faire une pièce plastique, en injection plastique, il faut respecter les contraintes de l'injection plastique. On veut usiner une pièce, ben, il faut pouvoir l'usiner, c'est-à-dire il faut pouvoir y accéder avec un outil, etc., dans des conditions de cinématique relatives entre l'outil et la machine. Bon, voilà. Et là, c'est quoi les contraintes de conception? Ah, bonne question. Quand on a compris que l'empilement des couches qu'on peut avoir
C'est quasiment l'infini. Vous vous mettez avec un crayon là sur une feuille, puis vous dessinez une arabesque là, ou des arabesques. Ce qu'il faut simplement quand vous tracez, c'est qu'il n'y ait pas trop d'intersection quand même. Hein. Parce qu'il faut savoir où est la matière quand vous tracez la section. Bien séparer les deux. Hein. Mais finalement, la forme du contour que je suis en train de dessiner avec mon doigt, là, c'est complètement infini. Donc, on imagine bien l'infinité de formes qu'on peut créer sans que ça coûte, y compris avec des espaces entre différents objets, ou du jeu avec des objets. Bon. Donc, ça veut dire qu'il va falloir repenser la manière de concevoir les pièces par le fait qu'aujourd'hui, on a moins de contraintes, enfin on a d'autres contraintes, mais on a moins de contraintes de forme déjà. Et donc, partout où on avait besoin de... Il faut sortir l'objet du moule. Ah ben là, il n'y a plus de moule. Donc on va peut-être pouvoir mettre plusieurs objets ensemble qu'avant on faisait de manière séparée. Donc ça veut dire qu'on va économiser des phases intermédiaires de fabrication séparée de pièces, puis de réassemblage de ces pièces. D'accord ? Ensuite, à partir du moment où, quand on conçoit une pièce, eh bien, on a des formes qu'on appelle des formes fonctionnelles. C'est-à-dire il faut accrocher la pièce là, la fixer là, et puis il y a un palier ici, avec un arbre qui va passer là, une transmission, un appui, un machin. Donc on a ce qu'on appelle des surfaces fonctionnelles, des formes fonctionnelles. Et puis entre ces formes fonctionnelles, eh bien, on met de la matière. Et en général, la matière, on la met pour qu'elle soit fabricable, cette pièce. Eh bien, vous voyez que là, maintenant, on va concevoir les pièces, mais de manière beaucoup plus lightware, comme on dit, c'est-à-dire beaucoup plus légère. On va créer plutôt des structures de type tour Eiffel, plutôt que de faire du massif. Je ne sais pas si vous avez essayé de créer une tour Eiffel en fonderie, mais on s'amuse. Hein. D'accord ? En usinage aussi, d'ailleurs. Même si c'est passionnant, mais là, aucun problème. Et on peut contrôler cette structure de la matière à la fois au niveau macro-géométrique, c'est la tour Eiffel, mais aussi au niveau micro-géométrique. Exemple, vous voulez faire un implant osseux. Vous avez très envie que les cellules viennent pénétrer cet implant. Et bien vous allez faire dedans des porosités, vous avez laissé des porosités, de telle sorte que les cellules viennent pénétrer cet implant, viennent l'habiter. D'accord ? Donc on va vouloir contrôler aussi cette structure poreuse, en quelque sorte. Donc vous voyez que la structure de la matière, elle est importante à contrôler, et ça va pouvoir se faire par l'intermédiaire d'objets logiciels, enfin d'outils logiciels, qui sont encore à inventer. Aujourd'hui, on n'a pas à notre disposition ces outils logiciels. On commence simplement à avoir des outils qui mettent en relation des moyens de modéliser des formes, et puis des outils qui vont nous permettre de vérifier que ces formes vont bien tenir, en quelque sorte, les différentes spécifications qu'on impose. Donc ce lien entre la CAO, enfin, ou la conception assistée par ordinateur, et puis le calcul qui nous permettra de valider ces structures. Alors il y a déjà des choses qui existent, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Mais déjà, je voudrais vous faire comprendre ça. Pendant des années, la fabrication additive, elle a passé son temps à essayer de montrer qu'elle était meilleure en fabriquant des pièces qui avaient été conçues pour d'autres procédés. Sacré challenge. En plus, rappelez-vous ce que je vous disais pour l'assemblage des pièces. Quand on compare le coût des pièces, une pièce qui est formée de 10 pièces qu'on doit assembler, il a fallu 10 moules, une chaîne d'assemblage pour les assembler. Une pièce qui intègre toutes les fonctions de ces 10 pièces qu'on a assemblées en une seule pièce et qui est fabriquée sur une seule machine là, ben, faut comparer les coûts au niveau où ils sont comparables. Et donc forcément, les courbes de rentabilité, elles se croisent, et pas forcément pour une, deux, trois pièces, elles se croisent pour des dizaines de pièces. Or aujourd'hui, on est entouré quand même de besoins qui sont des besoins très personnalisés. De plus en plus, on veut sa coque d'iPhone personnalisée. Hein, je ne veux surtout pas la même que ma collègue de bureau. Hein. Pardon, mesdames. Bon, donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces technologies permettent de faire toutes les différences que vous voulez. Je vais vous montrer des exemples aussi tout à l'heure. Alors avançons. J'essaie de faire des flashs comme ça à chaque fois que je passe sur des technos particulières. Alors ça, on est très fiers de cette technologie aussi. Phoenix Systems, c'est un fleuron français. Pardon, c'était un fleuron français. Récemment racheté par les Américains, par Trade Systems. Voilà. Et donc dans les autres transparents que vous allez avoir maintenant, eh bien vous allez avoir, après celui-là,
le logo de 3D Systems en haut à gauche. Alors ces machines chez Phoenix Systems, elles ont l'intérêt de pouvoir travailler des matériaux à très haut point de fusion. Très très haut point de fusion. Voilà. Et donc, on peut travailler des céramiques, on peut travailler des matériaux métalliques très élaborés, donc avec une enceinte de fabrication qui est à très haute température. Et donc on a une réelle fusion du matériau. Le matériau métallique que vous allez porter à fusion directement. Donc ça veut dire que là, le matériau, les pièces que vous obtenez ont des densités qui sont proches de 1, en quelque sorte. C'est-à-dire c'est un peu le même état que ce que vous obtenez avec une fonderie. Or, en fabrication additive, on a bien compris que comme on juxtapose des particules, ou on juxtapose des lignes, ou on groupe de la poudre, etc., si vous mettez des billes les unes contre les autres, même si vous essayez de les faire fondre, ben vous récupérez quand même un peu de porosité la plupart du temps. Et bien là, dans cette technologie, compte tenu du haut niveau de température, vous avez une porosité qui est nulle, ou quasi nulle. Voilà, donc là, on va avoir un peu une idée de la vitesse à laquelle ça fonctionne. Alors quelque chose d'important, comme je vous le disais, c'est l'aide à la conception des pièces. C'est-à-dire que quand vous concevez les pièces, déjà il faut savoir, vous voyez la pièce elle est là, il faut savoir comment on la place dans la machine. Si cette pièce-là je la fais à plat ou je la fais comme ça, les caractéristiques finales de la pièce ne seront pas les mêmes. Parce qu'un coup les couches seront dans ce sens-là, un coup elles seront sur la tranche si je puis dire. Donc les caractéristiques des pièces peuvent dépendre de la manière dont vous placez les pièces dans la chambre de fabrication, du fait de l'empilement de couches. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, vous voyez, il y a un élancé là, ben, il est clair qu'il va falloir supporter les pièces. Vous voyez, en vert là, c'était les supports qu'on avait créés. Et puis derrière, on va maintenant lancer la fabrication. Et donc là, on va voir, donc là, c'est tout le calcul des paramètres, c'est-à-dire je calcule les couches. Et puis ensuite, je calcule la trajectoire du laser pour venir solidifier ces couches. Voilà. Et donc là, on a la matière qui est là, on a étalé une couche de poudre, et le laser est en action là. Donc vous voyez que ça prend du temps. Ben, c'est normal, il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'énergie qui soit apportée à la poudre pour qu'il puisse y avoir cette transformation physique. Alors avec ces technologies, on peut faire des pièces de formes très variées, mais aussi de caractéristiques très variées, et surtout très différentes. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut mettre des pièces, plein de pièces en même temps, et en plus très différentes les unes des autres. Voilà. Et je dirais même que plus vous mettez de pièces, et plus c'est rentable. Pourquoi? Parce qu'entre deux couches, on a compris qu'il y a un temps mort. Soit il faut remettre de la poudre, soit il faut remettre de la résine, etc. Donc il y a toujours un temps intercouche, quoi, si vous voulez. Donc plus on a de pièces, plus ce temps intercouche est partagé entre les pièces. Évidemment, vous mettrez beaucoup plus de temps à fabriquer toutes ces pièces-là si vous les faites une par une à chaque fois. Voilà, donc je laisse dérouler parce que vous ayez un peu la sensation de ces fabrications. J'étais hier chez Ferrari, en Italie, et aujourd'hui, ils commencent à penser à la fabrication additive aussi. Enfin, ils commencent à penser. Ils regardent un peu plus. Hein. Et puis, il y a d'autres sociétés qui aujourd'hui font des blocs moteurs, par exemple, en une 50aine d'heures. Quand vous pensez qu'il faut faire une fonderie, etc., là, on sort le bloc moteur, on l'usine. Comment pensez-vous que la Formule 1, en Formule 1, ils refont un moteur entre deux Grands Prix de Formule 1? Même Prost, à l'époque, utilisait ces technologies. Donc, la fabrication additive, elle ne fait pas tout. Mais elle a ces vertus-là, 1, de réactivité, 2, de personnalisation du produit, et 3, de très forte interactivité en mise au point. Alors voilà des objets qu'on peut faire. Alors des objets très mécaniques, des objets très artistiques, des bagues, puis des prothèses, essentiellement des prothèses dentaires. Ça s'est énormément développé, enfin, pareil, une parenthèse, dans le domaine des prothèses dentaires, cette technologie s'est pas mal développée aussi. Pourquoi? Parce que nos corps sont tous différents. Et donc les besoins sont très différenciés. Sauf que là, que vous mettiez 20 fois la même pièce ou 20 fois des pièces différentes sur le plateau, ça vous coûte le même prix. Il n'y a pas de coût à la diversité, là. On n'a pas de coût de la complexité.
Alors que vous le payez cash, en général, dans pas mal de technologies autres. Bon, c'est pas mal, hein, vous voyez, des petits... Et puis on peut en mettre des pièces, vous voyez, dans les plateaux, là. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, c'est justement un morceau de structure. Bon, sinon, il y a des... Alors vous voyez un morceau de ce que j'ai appelé le conformal cooling tout à l'heure. Hein. Cette espèce de petit tuyau, là. Hop. Alors c'est un éclaté hein, de la pièce qui a été fait exprès pour qu'on le voit. Mais l'idée c'est de voir qu'il y a une espèce de spirale à l'intérieur de cette pièce qui est une tête, enfin c'est une buse de formage en fait, hein, et pour justement montrer qu'on fait circuler un fluide dedans pour essayer d'homogénéiser la température. Bon après vous voyez ce que c'est comme pièce, ce sont des pièces de volute. Voilà. Alors jusque là j'ai beaucoup parlé de laser, mais il existe aussi une technologie qui fait beaucoup parler actuellement, qui est une technologie qui ne fonctionne pas avec du laser, mais qui fonctionne avec un faisceau d'électrons. Voilà. Au lieu d'apporter l'énergie par un laser, on l'amène par un faisceau d'électrons. Et cette technologie, elle fonctionne aussi, enfin cette machine, elle fonctionne sous atmosphère neutre, d'accord, sous vide, et elle permet surtout, enfin elle est surtout connue aujourd'hui pour de la fabrication de pièces en titane, qui évidemment intéresse beaucoup l'aéronautique et beaucoup, je dirais, le médical. Voilà. Mais on peut faire aussi sur ces machines-là des pièces très fortes en acier, très fortement alliées, avec des caractéristiques aussi importantes. Voilà. Donc cette machine, elle est assez nouvelle sur le marché. Voilà, faisceau d'électrons. Bon. Ensuite, on a d'autres machines qui, elles, s'apparentent à du dépôt de matière, un peu comme on fait de la réparation de pièces, en quelque sorte. Je vais passer le slide suivant. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette pièce-là, qui est cylindrique, là, on voit la torche qui est ici, on a de la poudre qui est injectée là, dans un flux d'énergie de type laser, et on vient déposer de la matière sur le dessus du cylindre. Au même titre que, on peut imaginer un acier tout à fait ordinaire ici, et venir déposer de la matière beaucoup plus noble ici, cette matière-là, cette partie étant en contact avec de la matière à mettre en forme, par exemple. Oui. Voilà. Alors à l'école centrale de Nantes, Jean-Yves Asquette, qui est le directeur de la recherche actuellement à l'école, Jean-Yves Asquette s'occupe d'une plateforme de fabrication additive dans l'équipe dirigée par Pascal Moniol. Et ces gens-là, donc, ils ont mis en place une technologie qui est la suivante. C'est celle que vous avez vue tout à l'heure, mais à petite échelle. C'est-à-dire qu'on a une buse ici, qui est une buse vraiment de construction 3D de pièces. Alors j'explique. Là, par exemple, ils sont partis de ce tube, et ils ont formé cette partie-là dessus. Donc vous voyez que là, on n'est plus sur des couches planes. L'intersection d'un cylindre avec un cylindre, hein, quand vous avez percé ce tube-là, bah, c'est plus une couche plane. Donc vous voyez, ils ont réussi à partir, à construire, si vous voulez, ce raccordement, et puis à faire cette forme un petit peu évolutive. Voilà, ça c'est une pièce qui avait été faite pour une pièce d'essai qui avait été faite pour Dassault Aviation. Vous voyez un petit peu les dimensions. Et derrière, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Là aussi en temps réel, hein, c'est un film en temps réel. Voilà. Donc on vient déposer de la matière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut arrêter ce dépôt de matière quand on veut. Alors vous allez me dire, oui, bon, et oui, certes, oui, et puis, ah bah oui, mais et puis. Alors je peux le laisser continuer si vous voulez un petit peu, mais au bout, on va voir simplement grandir la forme. Hein. Simplement, ce que je veux vous montrer ici, c'est le fait que on a ici une pièce, si vous voulez, qui tourne dessous. Donc on peut comme ça faire cette fameuse dépose en 3D hein, dans l'espace, par le fait qu'on a mis deux rotations sur la pièce elle-même. Voilà. Et vous voyez que là, bon, c'est pas un film, mais vous allez vite comprendre. Vous voyez, sur cette pièce-là, là, eh bien, on a déposé cette tranche-là. Vous voyez la souris, là, en bas, voilà, cette tranche. Enfin, ils ont déposé cette tranche, ils se sont arrêtés. Et ils ont fait agir un outil de finition, vous voyez. Là, on le voit, l'outil là qui est en train de faire cette tranche-là. Mais on imagine que l'outil, il a déjà fait cette tranche à l'extérieur, il l'a fini.
Et donc après, il y a eu du dépôt de matière ici, on a fini la tranche. Puis dépôt de matière ici, on a fini la tranche. Et puis dépôt de matière ici, puis là, on est en train de finir la tranche, etc. Donc vous voyez, il y a une alternance de dépôt de matière, usinage, dépôt, usinage, etc. Ce qu'on appelle des procédés hybrides. Hein, c'est-à-dire qu'on fait de la dépose et puis on fait ensuite du réusinage. Alors le premier procédé qui a été fait pour ça, c'est la technologie LENS. Hein, c'est vraiment la technologie... la première, c'est dans les années 90, milieu des années 90. Voilà, c'est une technologie américaine et aujourd'hui, il y a des grosses machines de production comme ça qui sont beaucoup utilisées, vous voyez, pour le rechargement. C'est-à-dire que typiquement, cette pièce-là avait une patte de fixation qui avait cassé. Eh bien, ils ont repris la forme et ils ont rechargé ici pour ensuite réusiner la fixation qui va derrière. Et vous voyez ici tout le niveau de détail également qu'ils obtiennent. C'est-à-dire que ça, c'est un outillage aussi. Enfin, c'est une partie de moule. Donc, ce sont des technologies qui sont vraiment industrielles. Ça, c'est un exemple de la même technologie toujours, hein, où vous voyez ici le flux de poudre, cette fois-ci, qui arrive ici, où on construit en 3D ce mognon de prothèse de hanche. Bon, ça, je vais passer parce que c'est un petit peu particulier. Voilà. Ça, j'ai le temps de passer, tu crois, là ? 19h10, ça va être chaud. Bon, on y reviendra peut-être après. Ça, c'est une machine industrielle qui reprend ce que je disais tout à l'heure sur on dépose de la matière, on réusine de la matière. Voilà. Mais je vais accélérer un peu parce que je voudrais aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors, le buzz. Le buzz, c'est ce que je vous disais, c'est le fil chaud qui vient donc dans une buse ici. On a la bobine. Hop, on pousse le fil et on vient faire passer le fil fondu à l'intérieur d'un orifice calibré. Et donc là, alors je vous ai mis, parce que ce document sera partageable, il n'y a pas de problème après, je vous ai mis certains sites, il y en a d'autres depuis, où vous pouvez chercher et trouver donc, des petites machines comme ça, où là vous avez la tête d'impression, hein, donc le fil arrive ici, hein, et vous pouvez fabriquer des morceaux qui servent à refaire des machines. D'accord ? Moi, j'ai un copain, je ne vous dirai pas où en France, mais dans son garage, il a acheté des machines comme ça pour faire des ventes sur Internet de kits de machines. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Et il y a beaucoup de structures qui vous aideront à faire ça aujourd'hui. On reparlera tout à l'heure des Fab Labs. Hein. Voilà. Et donc, il y a des fameuses petites machines. Alors, il y en a certaines qui sont plus ou moins industrielles. Celle-ci est très packagée, très industrielle. Les autres, avant, étaient plus ou moins artisanales. Hein. Mais de plus en plus, on voit émerger justement des artisans très innovants, des bricoleurs très innovants, mais bricoleurs au bon sens du terme, hein, qui vont créer 3 axes de déplacement, une petite carte électronique, etc. Enfin, qui font leur petite machine. Et de toute façon, vous pouvez acheter des kits sur Internet aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ou vous pouvez aller dans un Fab Lab et on vous expliquera comment on fait votre machine, enfin comment vous pouvez faire votre machine. Bon là, cette machine qui est commercialisée par 3D Systems, elle n'a qu'un seul matériau et on voit bien les limites tout de suite par rapport au support dont je vous parlais tout à l'heure. La buse est là, hein. Il y a un plateau qui est ici, un plateau chauffant. On vient juste enduire avec un stick de colle hein, pour que la première couche se positionne et puis ensuite la buse elle vient et elle dépose de la matière. Voilà. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il y ait trop de porte-à-faux sur les pièces parce que sinon, ça ne marche pas bien. Il n'y a qu'un rouleau de matière, il n'y a pas de support. Là. Alors après, vous avez, par exemple sur celle-là, vous avez plusieurs buses, vous pouvez faire plusieurs couleurs, vous pouvez faire différentes choses, etc. Bon, une machine que vous avez certainement vue à la télé, parce que les médias s'en sont emparés, c'est la MakerBot, hein, qui est commercialisée aujourd'hui en France par le Fab Shop. Et puis, il y a d'autres structures, vous voyez, toutes ne sont pas XYZ. Hein. Vous avez des structures aussi, comme les plateformes de Wilson ou d'autres, avec des machines parallèles. Voilà, je n'ai repris que quelques-unes. Alors, j'ai voulu vous donner aussi quelques éléments concernant la conception. Et vous voyez, par exemple, que ces pièces plastiques, vous pouvez les faire massives, pleines. Mais il y a des petits logiciels aujourd'hui qui sont libres hein, sur Internet, sur lesquels vous pouvez reproduire le même motif que votre objet à l'intérieur de l'objet lui-même. Et comme ça vous permet d'économiser de la matière. Alors vous avez aussi des petits logiciels qui vous permettent de créer un profil par exemple et hop, de créer un objet de révolution comme ce champignon. Vous avez des éditeurs de police de caractère en volume aussi, etc. Vous voyez, vous avez différents motifs internes. Voilà, tout ça c'est libre hein, sur Internet. Mais vous pouvez aussi, si vous avez un objet, que vous voulez le retravailler ou le reproduire, vous pouvez aussi acheter un numérisateur. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un digitaliseur. Et vous avez un petit capteur qui est là. Hein. L'ensemble peut bouger comme ça et puis dans ce sens-là. Et puis vous avez un plateau tournant. Et puis donc, vous pouvez faire la numérisation de ce petit Père Noël. Je ne sais pas si c'est un nain ou un Père Noël d'ailleurs. Voilà.
Alors vous avez d'autres sites comme celui-là, sur lequel vous pouvez aussi avoir une assistance à la création des pièces. Juste là aussi, pour que vous le sachiez, vous voyez, cette machine-là, elle coûte 500 $, vous voyez, arrivée chez vous, 500 $ US. Donc il y en a pour toutes les bourses. Après, on ne fait pas tout et n'importe quoi avec toutes les machines, hein. Je donne souvent les tranches suivantes, de 0 à 3000, je dirais, euros, hein. De 3000 à 30 000, de 30 000 à 300 000 et de 300 000 à 3 millions. En général, ça vous donne les classes d'application, en quelque sorte, hein. Voilà. Quand vous êtes entre 0 et 3000, vous êtes dans le grand public. Quand vous êtes entre 3000 et 30 000, vous commencez déjà à faire un certain nombre de petites pièces techniques quand même, hein. Et ensuite, entre 30 000 et 300 000, c'est là que vous avez le plus grand nombre de machines aujourd'hui qui existent. Et puis après, quand vous allez vraiment sur les grosses machines industrielles de production, vous êtes entre 300 000 et 3 millions, c'est clair. Il ne faut pas oublier non plus que cette machine, comme je vous le disais, elle n'est pas toute seule au monde, hein. Il faut quelque chose autour quand même. Il y en a certaines où vous allez avoir des unités de nettoyage, de gestion du matériau, etc. Enfin, il faut quand même un environnement. Mais pas les petites machines économiques dont on parle. Donc, sur le net, si vous avez par exemple acheté un MakerBot et puis que votre buse dans laquelle vous faites passer votre fil plastique, eh ben, elle est bouchée, ben, vous pouvez en racheter une à 6 $. Hein, le plateau chauffant, c'est pareil, vous pouvez en racheter un à 35 $, etc. Si vous avez une poulie qui va plus, eh bien, vous en rachetez une à 7 $, etc. Voilà, un petit moteur à 18 $ et puis 10 kg de fil à 200 $. C'est le petit supermarché. Alors, il y a eu aussi des essais de recyclage de matériaux plastiques, hein. Vous pouvez acheter un kit comme ça de petites machines à recycler le plastique. Personnellement, j'ai pas testé, c'est pas pour ça que c'est pas bon, mais j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire ce que ça fait. Voilà, le plus simple que j'ai trouvé, c'est le parallélogramme. C'est-à-dire une machine avec un plateau qui se déplace en Z, là, et puis la structure de pilotage du crayon, qui en fait n'est pas un crayon, mais qui est, vous voyez le fil, hein, toujours là, hein, eh bien, c'est un parallélogramme. Voilà. Donc vous voyez, under, hein, en dessous de 100 $. Alors quelques créateurs, hein. Celui-là c'est au Portugal au mois d'octobre que j'ai rencontré, ce jeune-là. Il avait fait sa Box Basic 2. C'est une petite machine qui fonctionne exactement de la même manière, sauf que là il y a un matériau support et un matériau pièce. Ici en Inde, un mois après, c'était la machine Haha 3D, voilà. Bon, très bien. Donc des créateurs comme ça, il y en a beaucoup, et de plus en plus. Pourquoi? Parce que ça amène beaucoup de créativité. J'espère, je ne sais pas si on a encore des jeunes qui résistent dans la salle, mais ça amène beaucoup de créativité chez les jeunes. Normalement, ça devrait les ramener vers un petit peu plus vers la technique. Ça, c'est du chocolat, vous voyez, déco sur une pièce. Je ne vous ai pas mis toutes les machines, mais c'est très sérieux, hein. Vous pouvez acheter des chocolats personnalisés. Le Choc Creator, là, très sérieux. Même HP, vous voyez, 6 mai, ils ont annoncé deux machines là, pour le mois de juin. Je ne sais pas s'ils vont les sortir, hein. Bon, ça, c'est une nouvelle machine aussi que nos collègues danois vont sortir à base de poudre cette fois-ci, non plus à base de fil. Voilà, donc, si vous voulez, l'évolution, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a appelé ça prototypage rapide dans les années 80. Pourquoi? Parce qu'on pouvait faire des prototypes, mais les pièces n'étaient pas trop fonctionnelles, même pas du tout, parce que le matériau utilisé était peu stable. Résine sensible aux ultraviolets, etc. Bon, vous laissez sur un bord de fenêtre. Bon, c'est un peu compliqué, même s'il y avait des unités de post-traitement. Après, on est passé à ce qu'on appelle l'outillage rapide. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'outillage en fabrication additive aussi pour fabriquer d'autres pièces. Que ce soit en fonderie, que ce soit en injection plastique ou même d'autres outillages de formage. Voilà, et puis après, tout ce qui est fabrication directe et plastique. Alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure pour l'illustrer, déjà cette forme-là. Bon, vous voyez, c'est vraiment une forme complexe. Ici, vous voyez une forme aussi de conformal cooling. Cette pièce a été coupée, là, et donc c'est une filière pour former des pièces avec justement tout un circuit de refroidissement à l'intérieur. Donc ça, c'est un exemple. Vous voyez 16 pièces plus d'une phase de collage et d'assemblage, évidemment. Et puis la pièce équivalente qui a les mêmes fonctions. Voilà, et je vais le dire une fois, c'est qu'aujourd'hui, il faut penser intégration de fonctions. C'est-à-dire qu'on veut résoudre un problème, eh bien, on n'est pas obligé de décomposer ces fonctions en autant de pièces. On peut penser les fonctions dans leur globalité. Voilà, une autre expérience qui a été faite aussi par une société qui s'appelle MB Proto, c'est de prendre une pièce. Alors je vais vous montrer tout de suite l'engin, je reviendrai en arrière après. Voilà, c'est un petit drone caméra, hein. Et donc ils ont fabriqué une pièce, vous voyez, en aluminium. Et bien, cette pièce-là, ils l'ont fabriquée en microfusion laser, donc avec un lit de poudre, vous voyez, avec un laser qui tape dessus, avec des zones fonctionnelles. Et puis, vous voyez, cette pièce-là, elle était accrochée sur son plateau, donc il a fallu la reprendre en usinage derrière pour pouvoir en faire une pièce finale. Voilà. Donc, ils sont partis de 7 composants et 3 matériaux, et ils sont arrivés à 2 composants et un seul matériau qui est l'aluminium.
Voilà. Et pour ça, ils ont eu un trophée lors de nos conférences. Voilà. Alors depuis pas mal de temps, et ce transparent est assez vieux, hein. Vous voyez, on peut faire des petites prothèses d'alignement dentaire comme ça. On peut faire bien sûr des figurines. Hein, il y a des sociétés de publicité aujourd'hui qui vous avez un de vos amis qui se marie, vous voulez faire un cadeau aux mariés, bah, vous voulez mettre, au lieu de mettre un couple standard en haut de la pièce montée, eh bien, vous les faites scanner et puis vous reproduisent le couple. Vous en avez pour 69 €. Hein, voilà. Au lieu d'envoyer une photo du petit dernier, ben on va envoyer plusieurs photos, puis on aura le buste du petit dernier à la place. Voilà. Tout ça, ce sont puis pareil pour les bijoux en ligne, ce sont des services en ligne qui existent depuis longtemps. Bon, à titre personnel, moi j'ai eu le plaisir de travailler avec la société Phonak, là, à Zurich, pour les capotages de prothèses auditives. Et notre équipe, on a développé toute la partie numérisation, c'est-à-dire qu'à partir d'un moulage d'oreille, on vient prendre l'information, si vous voulez, de la forme extérieure, pour vous, la forme extérieure de votre conduit auditif. Hein. Et ensuite, on reconstruit cette forme-là en CAO, toujours, en conception assistée par ordinateur. Et on vient mettre ces pièces-là dans un plateau, alors par plateau de 80 à peu près. Hein. Et en même temps, donc, il y a ces 80 pièces qui sont faites, et chacune est différente. C'est le conduit droit ou gauche. Ça correspond au conduit auditif droit ou gauche de monsieur ou madame Untel. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on fait de la production de masse, mais de pièces personnalisées. Évidemment, vous voyez la taille des pièces. Hein. On n'est pas sur des pièces qui font 3 mètres par 5 mètres. Bon, voilà d'autres pièces. On retrouve un peu la même pièce. Les lunettes aussi, les branches de lunettes, des lampes. Voilà. Alors évidemment, le fameux buzz avec le pistolet. Est-ce qu'on peut faire un pistolet? Est-ce que la fabrication additive est dangereuse parce qu'on peut faire un pistolet? Mais il y a plein de gens qui font des armes avec autre chose que de la fabrication additive. Hein. Et puis franchement, j'aurais pas voulu être le premier à tirer avec une arme en plastique. Hein. Voilà. Bon, je sais pas si c'est celui qui visait qui était le plus en danger. Voilà. Donc évidemment, le gouvernement, si vous allez sur le site internet, le gouvernement américain a mis le petit tampon que vous voyez là. Hein. Et donc c'est pas la peine de faire d'appuyer sur le bouton download, il se passera rien. Voilà. Quelques remarques également sur l'aspect médical. Hein. Aujourd'hui, le médical, comme je vous le disais, est très consommateur. Bien sûr, les implants de toute nature, ce qu'on appelle les scaffolds aussi, qui sont des structures poreuses dans lesquelles, qu'on vient placer justement dans l'organisme, soit pour suppléer des manques osseux, soit pour faire carrément des structures de prothèses, enfin pas de prothèses, d'implants. Ensuite, il y a tout ce qui touche à l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire que vous avez peut-être entendu à la télé aussi que demain vous allez pouvoir faire un cœur ou un foie chez vous. C'est pas encore de demain tout à fait. Sauf qu'en laboratoire aujourd'hui, il y a des gens très sérieux qui travaillent sur ces problématiques-là, avec bien sûr un problème de combiner des hydrogels avec des cellules pour pouvoir faire des objets qui représentent quand même des tissus humains, et puis peut-être aussi des croissances de cellules de notre propre corps à nous. Hein. Mais également, le gros souci qu'il y a dans pas mal de cas, c'est la vascularisation de ça, c'est-à-dire permettre, une fois que c'est implanté, que le sang puisse circuler à l'intérieur. Bon, le dernier petit exemple que je voulais montrer, je ne sais pas si c'est très lisible d'où vous êtes, mais c'est quelqu'un qui est couché là, enfin c'est évidemment un mannequin numérique, hein, et qui est en train de se faire réparer un morceau de peau. Et ça c'est tout à fait actuel. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il existe des unités qui permettent, les grands brûlés par exemple, hein, de remettre justement de l'hydrogel et des cellules pour pouvoir reconstruire la peau in situ. Voilà, donc j'avance. Alors vous voyez, bon après on peut faire des choses par morceaux, hein, comme ce siège. Notre ami Olaf également avec ses guitares, hein, il a fait des guitares justement, toute cette partie-là. Il a eu un award d'ailleurs aux États-Unis avec ça. Donc la créativité n'a pas de limite. Et les Fab Labs justement sont des environnements dans lesquels vous allez trouver plein de compétences et peut-être, sûrement même de la fabrication additive, mais pas seulement la fabrication additive. Les Fab Labs, je vous rappelle, ce sont des structures dans lesquelles vous allez venir demander quelque chose, mais on va vous apprendre à le faire. Et vous allez repartir avec ce quelque chose, mais vous saurez le faire. Voilà. Vous allez acquérir la compétence. Hein. Ce n'est pas une société de sous-traitance, c'est un environnement dans lequel on partage la compétence et le savoir. Alors évidemment, s'il faut fabriquer, vous paierez peut-être le matériau. Hein. Ensuite, il y a même des gens qui vendent des machines. J'ai parlé du Fab Shop, hein, Berthier Luit, qui est le patron du Fab Shop. Voilà. Donc il vend un certain nombre de matériel, entre autres le MakerBot dont je parlais tout à l'heure, ou M-Core. Et puis on peut même aller dans l'espace jouer à ça. Et c'est pas nouveau, hein. Dans le milieu des années 90, il y avait déjà eu des études faites par l'Agence spatiale européenne à l'époque, hein, la SEP à l'époque. Et puis là, bon, il se trouve que c'est
c'est un projet qui s'appelle Made in Space, mais c'est très sérieux. Hein. C'est-à-dire comment on peut faire avec sans avoir un stock de matière démesuré évidemment, mais de la matière renouvelable, comment on peut fabriquer des pièces de rechange en attendant que les pièces originales arrivent. Et je ne vous parle pas de la construction d'une unité lunaire à partir du matériau du sol de la Lune. Hein. Il y a des gens qui travaillent sur la construction d'une grosse structure comme ça à partir d'espèces de gros parpaings, un peu comme vous construisez un igloo, quoi, si vous voulez. Hein. L'idée, ce serait d'atterrir sur la Lune, de pouvoir gonfler une structure et puis ensuite de couvrir cette structure avec des morceaux qui soient construits avec le matériau du sol lunaire, mais avec des machines de fabrication additive. Voilà. Et tout ça, bien sûr, directement in situ. Alors je vous rappelle que dans l'espace, il y a aussi le fait qu'on est dans le vide, sans gravité, etc. Donc il y a plein d'inconvénients qu'on a sur Terre qu'on n'a pas là-haut. Hein. Enfin, inconvénients, ça sert à tenir debout quand même. Ensuite, vous avez des services bureaux, quoi. Hein, il y a beaucoup de services bureaux qui font des prestations industrielles depuis toujours. Hein. Il y a des services bureaux qui existent. J'ai cité MB Proto, mais on pourra en citer d'autres. Hein. Et puis, il y en a certains qui sont plus récents, comme Sculteo, hein, Clément Moreau qui a monté sa société, Sculteo, qui a d'ailleurs des accords avec la Poste. Vous avez entendu la Poste. Vous pouvez aller dans certains bureaux de poste ou faire fabriquer des pièces aujourd'hui. Bon, vous pouvez aller chez Leroy Merlin aussi. Il y a certains magasins chez Leroy Merlin, je crois que c'est dans le nord de la France, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Je cite des marques, donc je fais attention. Mais où, si ils n'ont pas la pièce en rayon, peut-être qu'ils peuvent vous la fabriquer. Voilà, donc il y a des essais qui ont du sens. Hein, pourquoi pas, a priori. Alors, ce n'est pas tout à fait encore la transmutation, c'est-à-dire on prend du virtuel là et puis on va fabriquer le physique de l'autre côté. Mais aujourd'hui, rien ne l'empêche, et depuis des années. Hein. Nous, on faisait ça, enfin à l'époque, quand j'étais à Central Paris, on digitalisait un objet d'un côté d'une cloison et puis on le fabriquait de l'autre côté de la cloison. Les Américains, ils l'ont beaucoup médiatisé parce qu'ils avaient scanné l'objet à Los Angeles et ils l'avaient fabriqué à New York. Mais techniquement, c'était exactement pareil. Et là, on est un peu dans les mêmes logiques, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'on peut imaginer quelque part et fabriquer complètement ailleurs. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, l'usine à fabriquer, on va l'amener très près du besoin. En particulier chez vous, si vous voulez, avec une petite machine. Alors évidemment, avec cette petite machine, vous avez compris qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Hein. Ça n'empêche que l'idée, c'est ça aussi. Hein, c'est de rapprocher l'usine du besoin. Il y a aujourd'hui des essais aussi dans des caissons. L'armée installe aussi, enfin certaines armées installent des machines de ce type-là pour supporter justement un certain nombre de réparations possibles directement sur les champs d'opération. Bon, etc., etc. Et je vais... accélérer pour finir, pour qu'on puisse discuter un peu. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'abord, on a beaucoup de pièces, de machines. Donc, je vais passer ça. Simplement pour vous dire, pour aller vite, qu'aujourd'hui, il y a aussi des systèmes qui vont aider les concepteurs à choisir les bonnes machines, les bons matériaux et autres. Hein. Et nous-mêmes, l'Association française de prototypage rapide, là, on a été partenaire d'un projet européen qui s'appelait CARMA, Knowledge Assisted Rapid Manufacturing. Ça veut dire on intègre la connaissance des procédés pour essayer d'aider à mieux déterminer les placements des pièces pour que ça coûte pas cher, pour que c'est le bon état de surface, etc. Je vous passe les détails. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner évidemment des éléments là-dessus. Donc il faut changer la mentalité des concepteurs, c'est fondamental. On ne conçoit plus de la même manière. Il ne faut pas vouloir faire en fabrication additive des objets conçus comme on concevait des objets avec des processus traditionnels. On a besoin de rendre plus complète et plus robuste la chaîne numérique. La chaîne numérique, c'est de l'idée au produit. D'accord ? Il faut savoir concevoir et ensuite transmettre. Et qu'il n'y ait pas des bugs entre les deux, qu'on se comprenne bien. Ce qu'on a voulu faire, il faut bien que ce soit compris de l'autre côté. Hein ? Voilà. Besoin de rendre plus accessibles les technologies. Si on conçoit les fameuses structures dont je parlais tout à l'heure, au lieu de les faire pleines, ça veut dire qu'on a moins de matériaux consommés. Donc ça veut dire qu'on va mettre moins de temps à assembler en fait, ces structures-là, à fabriquer les pièces. Donc moins d'énergie, moins de coûts. Et voilà. Plus durable. Hein, enfin, vous suivez ce que je veux dire? Voilà. Donc ce sont des technologies qui vont forcément coûter moins cher en termes de fonctionnement à partir du moment où on pourra faire plus de pièces avec la même énergie, la même quantité de matériaux. Besoin de rendre plus productives les technologies? Oui. Ces technologies, vous n'avez pas un robot autour, vous n'avez pas des systèmes de palettisation intégrés, etc. Très peu. Aujourd'hui, les gens commencent à penser productivité sur ces machines. Donc il y a aujourd'hui quelques machines sur le marché qui sont des machines qui sont vues comme des machines de production. Voilà. Avant, c'était des machines de prototypage. Aujourd'hui, ce sont des machines voulues de production.
L'homme n'est pas obligé d'être au pied de la machine quand la machine s'arrête. Il faut que la machine puisse produire. Voilà, donc juste pour terminer, je dirais que l'Association française de prototypage rapide, c'est une association qui a été créée il y a maintenant 21 ans. D'accord ? Tous les ans, on organise une conférence, cette année c'est du 24 au 26 juin à l'École centrale de Paris. Et tous les ans, on remet des trophées. Ici, vous reconnaissez Jean-Claude André, dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on honorait l'an dernier. Et ici, vous devinez, je pense, sur la table, là, vous voyez un objet pour lequel la société Thales a eu le trophée l'an dernier. En fait, c'est un objet qui a été complètement repensé, redesigné, optimisé au niveau topologique. Hein. Bon, voilà, je l'ai dit. Et bon, voilà, Georges Taillandier, notre président. Et votre serviteur. Voilà, je vais passer vite. Ça, c'est juste le fait pour dire que... Alors, une chose importante quand même, c'est la normalisation. Tout ça n'est possible que si les industriels ont confiance. Pour qu'il y ait confiance, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un référentiel sur lequel on puisse s'appuyer. Le référentiel, c'est la norme. Et donc on est un certain nombre de personnes, de l'autre côté de l'Atlantique comme de ce côté de l'Atlantique, à travailler sur des normes et des standards pour la fabrication additive. Donc c'est un courant qui a démarré en 2007. Et aujourd'hui, il y a la STM, qui est donc la Société de normalisation américaine, et j'allais dire le reste du monde, hein, à l'ISO, International Standard Organization. Eh bien, on travaille la main dans la main aujourd'hui pour faire que les standards sur la fabrication additive permettent de supporter le développement justement de ces technologies. Voilà, je passe tout ça. Et je terminerai juste par un mot vis-à-vis de l'éducation. On a vécu une génération qui est une génération des modèles, de l'immatériel, des... Comment c'était les PlayStation et les... Voilà, hein, c'est-à-dire le monde du virtuel. Hop, dès que j'ai un moment, tchac, j'ouvre la console et je joue avec un monde qui n'est pas le mien, quoi, hein, qui est un monde virtuel. Enfin, c'est un peu le sien, mais... Bon, voilà. On espère deux choses. D'abord que ça va bien être diffusé dans les centres éducatifs, je dirais, c'est-à-dire les collèges, les lycées et les écoles, évidemment, pour que la fabrication additive soit démystifiée et bien connue de l'ensemble des jeunes qui vont être instruits, je dirais. Puisque ça va faire partie des murs. Aujourd'hui, c'est un mouvement irréversible. Hein. Ensuite, ce qui est très important, c'est justement qu'il y ait cette curiosité technologique qui revienne. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un peu attiré par le monde virtuel, se dire finalement comment ça fonctionne et comment je peux reconcrétiser les choses. Et quand je parlais des Fab Labs tout à l'heure, ou des collèges ou des lycées, hein, parce qu'il y a des collègues qui sont tout à fait compétents et très très compétents et beaucoup plus compétents que moi pour le faire, eh bien c'est d'expliquer aux jeunes que finalement une machine comme ça, eh bien ce sont des bouts de matière, ce sont des transmissions, ce sont des moteurs, c'est de l'électronique, c'est de l'informatique, et voilà. Et l'idée c'est de revaloriser aussi la technologie et la création par des procédés qui ne demandent pas quand même au départ une connaissance technologique très forte. Et surtout qui n'ont pas non plus trop, tout au moins on n'en connaît pas beaucoup aujourd'hui, de danger d'utilisation. Quand vous mettez en œuvre un tour ou une fraiseuse et que vous laissez passer votre main entre l'outil et la pièce, en général vous vous en souvenez. Bon là, à part mettre la main sur le plateau chauffant ou sur les petites machines, il y a quand même peu de danger. Alors il y a peut-être un petit peu d'inhalation sur certains matériaux ou autres, mais il faut se rappeler aussi que la science évolue, mais la technique aussi. Il y a des gens qui travaillent sur des fils à base de matière naturelle aujourd'hui. Pas plastique, naturelle. À partir d'algues ou d'autres matériaux. Donc ça veut dire que tout ça, si vous voulez, ça appelle un peu c'est le besoin qui va amener les applications. C'est un peu comme dans l'industrie, il y a des choses qui ont émergé parce que le besoin est arrivé, en disant mais nous on aimerait bien faire ça. Eh bien ok. Combien de fois, si vous voulez, on nous a posé la question, est-ce qu'on peut faire ça? La réponse facile, c'est non. Enfin, le plus facile, c'est oui. Mais si on n'y arrive pas, on dit non. Ben, au lieu de dire ça, en général, nous, on répond, on n'a jamais essayé. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'il faut qu'il y ait des sociétés, et il y en a, Dieu merci, et de plus en plus, qui acceptent de prendre le risque technologique pour qu'on avance au niveau technologique. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette phase de maturité et puis de positionnement, de confiance par rapport à ces technologies. Et je pense que le contact et la démystification par le grand public aussi, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que la fabrication additive, c'est pas un objet ni très ludique, ni très machin, ni très truc, c'est un truc en plus. Voilà, aujourd'hui ça existe. Ben,
à titre personnel, je suis très content que ça se sache de plus en plus, parce que ça fait 30 ans qu'on galère, nous. Enfin, pas tout à fait, moins. Mais ça fait 25 ans qu'on essaie de faire passer le message. Et c'est un message qui passe pas bien quand vous parlez. On vous aborde dans la rue en disant « Est-ce que vous connaissez le prototypage rapide ?» Bon, nous-mêmes, avec Georges Taillandier, on a écrit un très bon bouquin, je vous le recommande, chez Hermès, 98. Le prototypage rapide, c'est toujours un best-seller, hein, on touche toujours des royalties. Ça montre qu'il n'était pas trop dépassé. Mais enfin, on est en train de bosser avec un autre collègue sur une nouvelle version, on va dire. Bon. Mais n'empêche que, je citais Berthier, lui, tout à l'heure, avec une de ses collègues, ils ont sorti l'an dernier chez Eurol un bouquin qui s'appelle L'impression 3D. Eh ben, je peux vous dire qu'ils en ont vendu. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que ça parle, l'impression 3D. Impression en 3D. Mais oui, mais bien sûr. Voilà. Alors peut-être qu'au niveau marketing, on est nul, hein, c'est possible. Voilà. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a une vraie réalité aujourd'hui industrielle qui s'impose un petit peu. Et puis il y a aussi cet appel quoi, du grand public d'avoir des moyens de concrétisation d'objets individualisés. C'est-à-dire de pouvoir fabriquer chez soi ce qu'on veut avec des machines qui fonctionnent finalement sans trop de connaissances techniques. Quoi. Voilà. Donc, là-dessus, je conclurai en disant que si vous voulez vous lancer dans l'aventure, c'est un marché qui est en forte croissance, progression. D'accord ? Le danger aujourd'hui, c'est qu'on vende tout et n'importe quoi, encore une fois. Il faudrait faire attention. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que ceux qui se lancent dans l'aventure comprennent bien ce qu'ils sont en train de manipuler. C'est un peu comme tout. Hein. Ne pas croire que c'est du presse-bouton. Hein. Vous arrivez chez vous, c'est pas comme une cafetière électrique. Quoi, hein. Vous arrivez chez vous, il faut comprendre ce qui va se passer si vous voulez ne pas être déçu par ça. Voilà. That's it. J'attends vos questions. Voilà mes compères, Sylvestre aussi, qui est chargé de communication de l'association, et puis Georges Taillandier, le président. Voilà, merci. J'ai été bavard comme d'habitude, mais... Bon, donc, et on n'a pas fait le tour, c'est sûr. Allez-y. Il reste une vingtaine de minutes. Bombardez-moi de questions. Bonsoir. Est-ce qu'au niveau des pièces fabriquées, là, dont vous évoquez, notamment métalliques, est-ce qu'on arrive à la même résistance que des pièces fabriquées en moulage ou forgé, quoi? Alors, est-ce qu'on est vraiment loin de la résistance? Comme je le disais tout à l'heure, par exemple avec le procédé Phoenix System, mais pas que avec ce procédé-là, avec EOS aussi, puis d'autres procédés, hein, on arrive aujourd'hui à avoir un matériau qui a des caractéristiques proches de celles de la fonderie. Voilà. Ensuite, je ne vous cache pas que quand une société souhaite réellement développer une filière sur un matériau particulier à partir d'un procédé particulier, ils font des campagnes de benchmark, voire une étude très poussée avec des éprouvettes, etc. Et puis des choses qui leur permettent de se rassurer, mais aussi de complètement qualifier leur processus complet. Voilà. Donc c'est pas une réponse de Normand, c'est que moi je me refuse de dire que oui c'est possible. Non, c'est vous qui serez capable de le dire quand vous aurez testé pour vous, et que pour vous, vous direz oui effectivement ces pièces-là, dans les conditions où je veux les utiliser, ça a bien les caractéristiques que j'attends. Mais la réponse est oui, on s'en approche. Et certaines, je peux vous assurer, c'est porosité zéro. On est vraiment comme une fonderie. Voilà. Certains diraient, Georges Taillandier dirait peut-être, certaines comme la forge. Bon, je suis pas assez... Lui est un industriel très féru depuis des années. Moi, je suis un pauvre académique, j'ai pas forcément exactement le même panel de références que lui, mais on s'en approche, oui, franchement. Heureusement d'ailleurs, sinon je pense qu'on n'en serait pas où on en est au niveau industriel. Est-ce que les prothésistes dentaires sont tous équipés ou vont s'équiper ou est-ce que ça arrive sur le marché? Alors il y a plusieurs réponses. Sur la prothèse dentaire, d'un côté il y a des dentistes qui se sont équipés de machines d'usinage, 3 axes et demi, qui leur permettent en 2 heures de vous mettre une couronne en bouche. Voilà, ça c'est difficilement concurrençable, je dirais, par la fabrication additive. Par contre, il y a des coopératives aujourd'hui de prothésistes dentaires qui se sont formés, il y en a 7 ou 8 en France aujourd'hui, hein, qui fonctionnent autour de ces technologies-là, aussi pour fabriquer les... Comment dire, pour éviter de... Vous savez, un machin, une espèce de résine, qu'on n'arrive pas à décoller des dents, là. Bon, l'idée, c'est d'avoir un capteur en bouche qui vous permette de relever la géométrie et ensuite de fabriquer l'empreinte pour ensuite continuer le processus. Donc là, on est sur des matériaux plutôt plastiques qui permettent de continuer le processus derrière. Voilà.
Donc ce sont deux réponses, mais sinon après il y a des plateaux aussi de fabrication sur des prothèses qui sont plus techniquement difficiles à élaborer et qui ne sont pas facilement usinables. Une couronne, c'est très facilement usinable. Voilà. Alors qu'on en a vu tout à l'heure sur les plateaux, il y a des formes, y compris avec des soutiens de palais, etc. J'ai pas le bon vocabulaire, mais des choses qui sont plus complexes à élaborer. Dès que les formes deviennent complexes, c'est fortement concurrentiel. Voilà. Dès que c'est simple et qu'on peut l'usiner, et qu'on a bien calé les paramètres techniques de l'usinage, en général, l'usinage est concurrentiel. Une autre question ? Est-ce que vous savez si Carmack, dans la fabrication de son cœur artificiel, a utilisé cette technologie? Aucune idée. Moi, je ne sais pas, non. Non. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fabriqué des modèles de pacemaker en 93. Mais c'était des modèles de pacemaker. C'est pas des objets fonctionnels à mettre sous la peau directement. Mais on a fait des modèles de pacemaker. De toute façon, là, tout ce qui va être personnalisé, différencié, forcément la fabrication additive va avoir une réponse quelque part. Voilà. Après, on accepte d'attendre, on accepte de payer ou pas. Le problème, c'est un problème de réactivité. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne faut pas croire que des machines comme ça vont vous donner une réponse technologique en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Non. Comme tous les procédés, il faut du temps. Voilà. Après, la technique, elle donne aussi des limites. Elle a des limites. Donc, vous allez avoir des pièces. C'est à vous de dire si vous êtes satisfait ou pas de ces pièces-là. Donc, nous, grand public, l'autre jour, je regardais, je sais pas, vous avez peut-être regardé aussi, il y a une émission, dans l'émission Reportage, il y a eu, justement, il parlait de l'impression 3D. Et il montrait un couple qui avait à domicile une machine, et la dame montrait un pot qu'elle avait fait pour des crayons de maquillage. Voilà, ils avaient réparé une patte de fixation d'un enrouleur de volet roulant, etc. Oui, pourquoi pas? Voilà, très bien. Encore une fois, c'est un problème de satisfaction du besoin. Ils l'ont acheté, ils avaient un logiciel, ou bien ils allaient chercher également des formes sur Internet. Voilà. Je n'ai pas parlé d'une chose importante, c'est la propriété intellectuelle. Alors je vous mets en garde aussi là-dessus. Faites attention, vous pouvez être pris sous le coup de la loi si vous allez fabriquer les jouets de vos enfants, par exemple. En allant piquer sur Internet des modèles, et puis vous les fabriquez, et puis bon, voilà. Alors vous allez me dire, tant que je ne les revends pas, j'ai pas de problème. Méfions-nous quand même. D'ailleurs, aux assises, à la prochaine conférence qu'on organise, on va inviter un homme de loi qu'on a déjà eu avec nous à une table ronde à la Cité des Sciences récemment, justement parce qu'il y a un vide juridique derrière ça aujourd'hui. Donc il faut être très faut faire attention sur cette propriété intellectuelle. C'est-à-dire que n'allez pas reproduire un Mickey par exemple. Faites attention, voilà. Ou tout au moins si vous le faites, n'allez pas le faire pour tous les enfants du quartier. Vous voyez. Bon. Donc c'est toute la limite, C'est-à-dire que dans la créativité, personne ne vous embêtera. Dès que vous faites quelque chose qui vous est propre, au contraire, on vous encouragera à être créatif. Par contre, si vous allez prendre comme ça des objets et puis vous allez les refabriquer, il faut vraiment que ça reste dans une utilisation domestique, Voilà. Mais a priori, je sais pas moi, si demain Seb, je vais citer Seb, pourquoi pas, Seb met en ligne une banque de modèles de pièces de rechange de ses équipements, et que vous alliez vous en emparer gratuitement parce que c'est possible, c'est autorisé, et que vous le fabriquez chez vous, il n'y a pas de mal à s'en priver. Enfin, il n'y a pas de mal à l'utiliser, je veux dire, pardon. Aujourd'hui, dans une démarche créative, je pense qu'il y a, entre le monde virtuel et la fabrication de ce qu'on a sur l'ordinateur, une petite moulinette pour rendre la forme un peu parfaite. Et on a vu que ça peut être un point de freinage pour imprimer. Est-ce qu'il y a des solutions simples sur Internet ou des prestataires qui comblent cette perfectibilité de la forme? Je dirais que vous trouvez quasiment tous les services sur Internet aujourd'hui. Il y a d'anciens étudiants qui m'ont contacté il y a 6 mois à peu près, justement parce qu'ils voulaient créer leur entreprise d'assistance à la modélisation ou l'achèvement de la modélisation, on va dire. Voilà. Ils me demandaient si c'était une bonne idée. Je vais vous dire une chose. J'ai fauté il y a 1 an à peu près sur un article dans la presse écrite où je disais que je serais pour, j'appelais de mes voeux les cybercafés avec des machines de ce type-là. C'est-à-dire que l'idée, ce serait vraiment d'avoir un service
Au même titre que vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas toutes les compétences, et ben vous allez chercher les compétences. C'est pour ça que je parlais de Fab Lab tout à l'heure. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui associent Fab Lab à la fabrication additive. Attention, non, les Fab Labs, d'ailleurs, ils ne sont pas très contents qu'on dise ça, parce qu'ils ont beaucoup d'autres compétences que ça. Heureusement d'ailleurs. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire à un moment donné, je vais avoir un besoin, et ben, si je sais satisfaire le besoin, c'est comme les photos. Aujourd'hui, vous pouvez tirer les photos chez vous sur votre imprimante si vous voulez. Vous pouvez aussi aller au supermarché, en tirer une centaine avec votre clé USB, vous arrivez à la borne, vous chargez votre truc, etc. L'idée, c'est un peu la même. C'est-à-dire que le niveau de maturité des différentes personnes est différent. Et en fonction du niveau de maturité, certains auront besoin d'un peu d'assistance, d'autres pas du tout, d'autres beaucoup. Et puis qu'il y ait justement ces services de proximité. Donc, aujourd'hui, les structures qui semblent se développer, il y en a plus d'une quarantaine, je crois, sauf erreur de ma part, en France aujourd'hui. Ils sont groupés sous l'égide d'une association, des Fab Labs. Donc ce sont des gens très sérieux. Ils ont bien compris la charte des Fab Labs du MIT, où justement, en particulier, on vous dit que c'est pas une société de service, c'est pas un bureau de service, c'est un endroit où on va vous apprendre à faire les choses. Voilà. Vous allez repartir avec l'objet, mais aussi la compétence qui vous a servi à faire l'objet. C'est le learning by doing. Voilà, on apprend en faisant. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure par rapport aux jeunes, que j'espérais que ces machines-là allaient permettre de développer la créativité, ben regardez les designers. Il y a beaucoup de designers qui créent énormément. Le cinéma, les figurines, les machins. Le nombre d'applications est énorme aujourd'hui. Énorme, énorme. Et il y a beaucoup de sociétés qui n'en parlent pas. Y compris des sociétés françaises, des grands groupes français qui n'en parlent pas et qui utilisent ça depuis des années et qui le font très très bien de manière industrielle. Voilà. Pas forcément pour faire des pièces, pour faire des outillages, pour beaucoup, mais qui le font. Voilà. Donc aujourd'hui, les maîtres mots, c'est intégration de fonctions, c'est la juste matière au juste endroit, et puis infinité de formes, c'est-à-dire zéro coût de la complexité. D'accord ? Voilà, on y est. Alors si je rajoute bien sûr zéro outillage devant, on a compris qu'on arrive aujourd'hui à avoir un état de compétitivité de ces technologies par rapport à des types d'applications. J'en discutais l'autre jour avec un outilleur, il disait qu'ils étaient évidemment capables toujours de faire des outillages extrêmement performants, mais ça coûte très cher. Et dans pas mal d'applications, on a besoin de faire des toutes petites séries. Et donc, ce qu'il faut, c'est un outil bien dimensionné qui permette de faire ces petites séries. Des fois, on fait de la surqualité, on l'a toujours fait, on le fait toujours. Puis quand on fait, on dit, tant qu'à faire, autant bien faire. Donc, on fait souvent de la surqualité. Mais à un moment donné, il faut relativiser. Regardez le niveau de finition de vos automobiles. Penchez-vous sous le volant pour regarder comment c'est fait. Des fois, vous serez surpris de voir comment c'est raccordé et comment c'est fini. Mais on s'en fiche. À partir du moment où nous, quand on roule avec l'automobile, il n'y a pas d'impact. Je veux dire, c'est pas ce qui nous empêche d'acheter la voiture. Donc, au final, je crois qu'il faut bien prendre la mesure de ces technologies pour bien faire comprendre que ceux qui vous vendent aujourd'hui le fait de mélanger 20 poudres différentes pour faire n'importe quel aliment demain, moi, je veux pas être le premier à goûter, si vous voulez. Bon, certains vous disent, nous on fait des pizzas avec ça. Ben, oui, à partir du moment où vous savez mettre de la matière dans une seringue, je caricature, et vous savez pousser sur la seringue et faire passer la matière au travers d'un orifice, ben, vous faites de la fabrication additive. En plus, si vous faites ça de manière intelligente quand vous allez déposer la matière, youpi, on y est. Bon, ces machines-là, elles sont pilotées par un calculateur avec une stratégie de dépose de la matière qui n'est pas idiote par rapport à la transformation physique que l'on met en œuvre. C'est important, c'est pas aussi inné que ça, quoi, de comprendre comment un fil ABS peut tenir avec son petit voisin quand on le dépose. Bon voilà, on dépose du fil ABS et puis à un moment donné, on a une pièce volumique qui se tient, quoi. Bon, à un moment donné, il faut quand même que la machine elle soit réglée à peu près. Comme je vous le disais tout à l'heure, si elle est mal réglée, vous allez vite faire du fil. Le fil qu'il y avait dans la bobine, vous le récupérez de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Il aura peut-être une autre forme. Voilà, donc il faut bien comprendre que ces technologies sont des technologies très sérieuses, qui demandent des compétences très sérieuses. Je peux vous assurer aujourd'hui qu'il y a un vrai mercato, pour prendre l'analogie avec le foot, il y a un vrai mercato. Il y a des sociétés qui sont en train de se développer qui ne trouvent pas les compétences. À la fois les compétences en bureau d'études, comme les compétences au pied des machines. Parce qu'il faut comprendre un peu la métallurgie des poudres, il faut être un peu précautionneux, il faut comprendre un peu la commande numérique, il faut comprendre un peu l'ajustage, il faut comprendre un peu ceci, un peu cela, etc. Ben, ces compétences-là, aujourd'hui, on les enseigne peut-être un petit peu moins dans notre pays. Voilà. Et donc ça, c'est un problème aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, tout doucement, mais on va y arriver, à accompagner cette mutation technologique. Voilà, il faut qu'on ait à nouveau ces compétences-là. J'ai enseigné pendant des années sur des petites conférences comme ça, un peu comme ce soir.
mais sur une demi-journée à chaque fois, en licence professionnelle. Bon, des gens qui faisaient outillage, modelage, etc. Au début, il y a 10 ans, quand je faisais ces cours-là, je demandais dans les 25 là, qui étaient devant moi, je disais qui a fait de la fabrication additive? Une main, deux mains qui se levaient. À la fin, je disais qui n'a pas fait de fabrication additive? J'avais une main, deux mains qui se levaient. Voilà. Donc ça veut dire que d'ores et déjà, il y a un certain nombre de sections de BTS, de DUT, etc. Nous-mêmes, à l'école centrale de Nantes, je citais Jean-Yves Asquette et sa plateforme tout à l'heure, je veux dire, on a aujourd'hui des machines de fabrication additive chez nous. Les ingénieurs voient ça. Moi, à Centrale Paris, en 92, les ingénieurs passaient dans le laboratoire et ils voyaient la stéréophotolithographie. Je leur faisais faire, je vous en ai pas, enfin, j'en ai pas trop parlé, mais je leur faisais faire des moules silicone pour faire de la coulée sous vide. Hein, vous prenez le modèle, vous lui mettez les amenis de coulée qui vont bien. Quand vous faites un moule, vous mettez une boîte à chaussures, vous coulez votre silicone, vous mettez en étuve, et puis hop, derrière, vous récupérez un moule. Enfin, si vous voulez, Fab Lab, hein, on refera le truc, et puis on pouvait couler une dizaine de pièces. Mais c'est un procédé industriel très sérieux, la coulée sous vide, très très sérieux. Voilà. Et donc il faut comprendre que les pièces qu'on obtient avec ces machines-là, non seulement on peut leur donner une finalité propre. D'accord ? Un bijou qu'on va poncer derrière, qu'on va porter, très bien. Mais aussi, ça peut servir de pièce intermédiaire dans des procédés industriels ou des processus industriels plus complets. Ou ça peut nécessiter des procédés de parachèvement, ce qu'on appelle de parachèvement, qui permettent d'aller vers un objet fonctionnel. Il faut accepter ça. Il faut accepter qu'en sortie machine, la pièce ne soit pas opérationnelle. Ben oui, mais c'est normal. C'est un procédé qui permet de mettre en forme de la matière. De la fonderie, ça met aussi d'une certaine manière en forme de la matière et on reprend des pièces. Alors c'est vrai que beaucoup de pièces qui sont faites en injection plastique, par exemple, on les prend derrière, mais en général il y a quand même certaines comment dire, les carottes de coulée, enfin ce qui a permis d'amener le plastique, il faut quand même séparer, il faut couper. Donc il y a souvent des opérations manuelles qui viennent derrière. Voilà. Enfin de ces matériels-là ? Oh certainement oui. Je suis incapable de vous dire qui et où elles sont. Je sais qu'il y en a qui sont pas très loin. Il y a même des créateurs de machines qui sont pas très loin. Mais si vous voulez, jusqu'en 2000, jusqu'à l'an 2000, on avait à l'association un comment dire, une revue de veille hein, qu'on appelait Vigie Prototypage Rapide. Et la 4e de couverture, c'était une carte de France avec les points d'implantation de toutes les machines. Voilà, avec le nom, les coordonnées des sociétés, des contacts, des machins. Il y a bien longtemps qu'on a arrêté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui utilisent la fabrication additive, plein de sociétés de services aussi, hein, que ce soit vers Lyon, que ce soit même dans la région, partout, il y en a, oui. Maintenant, vous dire qui, où, comment, franchement, je ne saurais pas vous donner une société par rapport à d'autres. Mais forcément, il y en a. Je peux juste donner un exemple. Dans la Drôme, il y a une société qui s'appelle Survécopter, qui fait des drones. Et pour la fabrication donc, de la coque, de la carrosserie de leur drone, ils utilisent une machine de Stratasys, donc de dépôt de fil fondu, puisque chaque drone est différent et en fait ils adaptent à chaque modèle grâce à cette machine. Voilà, mais si... Alors là, je sais pas du tout s'il a se viter. Après, si vous voulez voir des machines, on va dire grand public, faut descendre jusqu'à Montpellier. Il y a un très bon Fab Lab qui a ouvert il y a 2 ans à peu près, qui est équipé avec des imprimantes personnelles. Et puis sinon le plus près pour vous, il va y avoir un salon, je fais pas de la pub pour notre conférence, mais tant pis, on est associé quand même à l'événement, donc je peux en parler. Il va y avoir un salon à Lyon, juste avant la semaine de notre conférence. Nous, on a la conférence du 24 au 26 juin. La semaine d'avant, à Lyon, il y a un forum, il y a un grand truc. Si vous regardez dans la presse, vous allez le voir assez rapidement. Voilà. C'est pas la foire de Lyon, non. C'est vraiment un événement spécifique dédié à la fabrication additive. Voilà. Donc pour vous, c'est peut-être moins loin Lyon que Paris. Et puis vraiment là, ce sera c'est un salon assez large avec une connotation commerciale, si vous voulez. Nous c'est plus technique, scientifique et technique ce qu'on fait, même si évidemment il y a des sociétés commerciales qui sont là aussi. Hein. Personne n'est philanthrope. Hein. Mais voilà. Et le 26, nous on aura une journée dédiée, dédiée à l'impression 3D. C'est-à-dire qu'on aura des ateliers même de démonstration de fabrication 3D, etc. Mais je vous dis franchement, n'hésitez pas à regarder, vous tapez Fab Lab. Ça m'étonnerait que vous ne trouviez pas un Fab Lab près de chez vous. Il y en a, de mémoire, il doit y en avoir plus d'une quarantaine en France déjà qui sont montés. Hein.
Voilà. Et puis bien sûr, il y a mes coordonnées là, mais on peut répondre, on peut vous mettre en relation. Ce qu'il faut, c'est qu'on creuse un tout petit peu. Parce qu'en général, par les constructeurs ou par certaines sociétés de services, on peut avoir des noms hein, proches de chez vous, si vous voulez. J'ai lu dans la presse, dans les échos avant-hier ou en début de semaine, que les Chinois avaient annoncé la fabrication de maisons Faut arrêter pour 20 heures. de 200 mètres carrés Hein en 24 heures. Ouais. Quelle réalité, on y est vraiment. Oui. Quelle révolution ça va. Oui, alors, quand je dis on y est vraiment, ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on a vu apparaître les premiers prototypes de portiques, hein, avec des systèmes de distribution de béton hein, qui viennent déposer avec la largeur d'un parpaing, un certain nombre de couches comme ça, et y compris avec des renforts hein, à l'intérieur. Donc vous pouvez comme ça créer des structures. Alors 200 mètres carrés, je sais pas, il suffit d'avoir le bon portique qui a les bonnes dimensions, je dirais, pour caricaturer un peu. Mais après, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire ça. Vous savez, quand on monte des parpaings à la truelle, avec la colle à la truelle, bon, je me dis que ça tient, hein, à terme. Bon, voilà, et c'est pas armé de partout non plus. Nos maisons, elles tiennent debout. Donc au final, si on prend le bon béton avec les bons inserts dedans, on doit arriver à faire tenir des structures. Donc oui, j'ai vu aussi des petites structures, mais qui étaient plus dédiées à des, je vais y arriver, à des habitats de survie après des séismes, vous voyez par exemple. C'est-à-dire le fait de pouvoir arriver avec des petits portiques mobiles comme ça, pour bâtir des petites structures où les gens puissent être à l'abri déjà, et puis au sec à peu près, quoi. Voilà. Mais après, ça pose le problème de l'implantation des réseaux. Donc c'est pour ça que faire la structure de la maison, oui. Enfin moi ça m'apparaît pas quelque chose de trop lointain. Je pense que ces services-là, je ne sais pas combien ça coûtera par rapport à une maison normale, hein, mais oui, faire la structure de la maison, ça me paraît pas inaccessible, oui. Par contre, on sera amené à avoir l'équipement à l'intérieur, quoi. S'il faut de l'eau qui arrive, qui sort, de l'électricité qui arrive, qui sort, etc., qui est distribuée, de la ventilation ou autre, bon, à un moment donné, il faut bien que ces équipements, je pense pas que les équipements ils les posent en même temps. Enfin, moi j'ai pas vu cette démonstration là. Mais après tout, pourquoi pas à partir du moment où on saura faire du multimatériau, et il y a des gens qui sont dans le domaine du très petit aujourd'hui et qui se posent la question de savoir s'il n'y a pas des choses à faire. Je vais aller encore un petit peu plus loin. On peut faire des objets intelligents. C'est-à-dire que quand vous faites de l'électronique, finalement, vous faites quoi? Vous faites de la fabrication additive, hein, vous empilez des couches, mais à une toute petite échelle. Bon, ben on se dit que si on arrivait à faire ça également avec du multimatériau, on pourrait peut-être mettre des capteurs ou un peu d'intelligence à l'intérieur des objets qu'on fabrique, puisque là, on est quand même très monomatériaux, ou si on est multimatériaux, c'est quand même... bon, voilà, en laboratoire, les collègues de l'école, hein, Pascal Moniol et Jean-Yves Asquette, dans leur équipe, ils ont déjà fait des démonstrations où ils ont mis en œuvre du gradient de matériaux avec les machines là, hein, qu'ils ont. Voilà. Donc ils peuvent faire, en variant le débit de poudre, le type de matériaux, de poudre, etc., on arrive à faire du gradient de matériaux. Voilà. Maintenant, à quelle échelle on peut faire pourquoi pas un avion demain? Il y avait une société qui s'appelait Aeromet, hein, aux États-Unis, qui n'existe plus à ma connaissance, qui faisait des tronçons d'avions, hein, complets à l'échelle. Voilà, enfin des tranches, hein, d'avions, pas des morceaux de fuselage. Mais a priori, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, c'est pas la tendance. Aujourd'hui, la tendance, c'est plus à aller vers des pièces qui sont des pièces que je qualifie de service, quoi. C'est-à-dire des morceaux de tuyauterie ou j'ai vu également des gens qui parlaient de pièces d'accrochage, hein, parce que c'est quand même un objet très composite, un avion, hein. Donc voilà, des petites pièces, quoi. C'est ce que je disais. Il faut quand même faire une analyse des objets qu'on a autour de nous pour se dire, ça, est-ce que ça mérite d'être reconçu? Est-ce qu'il y a un bénéfice à le reconcevoir pour la fabrication additive? Et ça, on l'a déjà fait pour la fonderie. Voilà, on a déjà fait passer des tôles assemblées rivetées à des pièces de fonderie. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les avions qui nous transportent, il y a des pièces qui sont faites en fabrication additive, hein. Et alors? Voilà. Bon, je suis désolé, je vais être obligé d'arrêter la discussion puisqu'il va falloir qu'on libère les locaux. Oui, on n'a plus que 3 minutes et après ça explose. Voilà, exactement. Donc, eh bien, merci encore Alain pour cette présentation. Désolé, c'était court.
Et puis donc avant que vous partiez, je voulais donc vous signaler que le mois prochain, le 15 mai, il y aura au Visiatome une conférence consacrée à la visualisation du rayonnement cosmique par les chambres à brouillard. Donc, sujet totalement différent. Et le 17 mai, donc, une soirée spéciale cristallographie